Que Dieu nous permette de passer un moment de partage aussi, parce que c'est aussi du partage d'informations, et que chacun, chacune puisse repartir avec quelque chose, de préférence des questions. Comme j'ai dit toujours, les bonnes conférences sont celles dont on repart avec des questions et l'esprit ouvert, et pas forcément toujours des réponses, mais j'espère que je vais quand même vous donner quelques réponses malgré tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans la salle, mais je vais quand même prendre encore quelques minutes pour me présenter, parce que je pense que c'est toujours important de savoir, et ça aide de savoir depuis quelle place on parle. Donc, je m'appelle Dominique Thébuissène, j'ai 52 ans, j'ai 3 grands-enfants, très grands, de 32, 28 et 24 ans. Je suis aussi la grand-mère de 3 petits-enfants qui ont 7, 6 et 3 mois, alhamdoulilah. Je suis convertie à l'islam depuis 8 ans. Je suis actuellement donc psychothérapeute. Psychothérapeute, c'est aussi une conversion professionnelle qui est un peu plus ancienne. Donc il y a eu 2 grandes conversions dans ma vie, cette conversion professionnelle et puis cette conversion religieuse. Et ça donne la personne que je suis aujourd'hui. Je fais très court. Et donc après, j'ai travaillé quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'ai travaillé pendant 11 ans à peu près dans le social, donc dans des institutions principalement auprès de personnes handicapées, notamment des personnes adultes handicapées mentales, des enfants sourds, un tout petit peu dans l'aide à la jeunesse. Voilà, ça c'était mon expérience institutionnelle. Et puis depuis 4 ans, ce travail de salarié a été remplacé par l'enseignement de la religion islamique dans une école secondaire de Charleroi. Donc j'ai toujours ces 2 casquettes, le pôle, les consultations privées, depuis maintenant c'est ma 12e année. Et puis donc aujourd'hui je suis psychothérapeute en cabinet chez moi, j'enseigne à l'école, je donne des conférences, et puis Inch'Allah, en principe au mois d'octobre, je publierai un premier livre, Inch'Allah. Voilà. Être psychothérapeute et musulmane, ça a apporté beaucoup de choses, dans la mesure où, quand je me suis convertie, je consultais déjà depuis à peu près 3 ans. Et puis ça a vraiment complètement ouvert mon horizon. Ça m'a placée devant beaucoup de défis, parce que, comme je l'ai dit en plaisantant dans un reportage auquel j'ai participé, enfin je plaisantais mais à peine, j'ai 3 handicaps. Je suis femme, musulmane et psy. Parce que être femme, c'est pas toujours facile. Être musulmane, c'est pas toujours facile non plus. Et être psy, non plus. Parce que souvent, quand on est psy, on nous regarde un peu de travers. Donc on a 3 raisons de nous regarder de travers. Donc voilà. Enfin, j'ai 3 raisons d'être regardée de travers par une certaine catégorie de personnes, et pas forcément toujours les mêmes. C'est très marrant. Voilà, mais c'est aussi une grande richesse dans la mesure où, justement, quand on est placé devant des défis, dans des positions assez improbables, ça provoque de la créativité. Enfin, c'est pas le sujet de la conférence, mais c'est vrai que quand on est bloqué, en général, on n'a qu'une chose à faire, ou bien on s'éteint, ou bien on devient créatif, et chez moi, ça a débloqué beaucoup de choses. Et puis voilà, j'ai travaillé aussi sur moi. J'essaye de faire ce que je conseille à mes patients de faire, et donc ça a marché pas trop mal jusqu'ici, alhamdoulilah. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des manipulateurs et manipulatrices. Alors juste un petit clin d'œil à mon frère là-bas que j'ai chambré tout à l'heure. Oui, demain c'est la journée internationale de la femme. Et puis on discutait de savoir, un peu avant la conférence, s'il fallait peut-être pas faire une journée pour les hommes. Et moi je serais contente le jour où on fera la journée de la collaboration entre les hommes et les femmes. Et je pense que la communauté musulmane en a plus que jamais un énorme besoin, et qu'on remplace cette journée de la femme par ça. Voilà, et le jour où on fera ça, on sera très loin. Inch'Allah. Donc, nous allons parler des manipulateurs et manipulatrices. Évidemment, c'est mieux masculin, juste pour que ce soit un terme générique. Il n'y a pas que des hommes qui manipulent, il y a des femmes aussi. Je vais vous parler en 4 étapes à peu près. Donc, il y a un temps après pour les questions. Donc, sauf si une question, s'il y a vraiment un truc que vous ne comprenez pas, et que je ne réponds pas tout de suite, vous n'allez pas pouvoir suivre la conférence, ça ne me dérange absolument pas d'être interrompu. Après, si c'est des questions qui peuvent trouver une réponse peut-être plus loin dans l'exposé, ou vraiment une question pour après, notez-la si vous avez peur de l'oublier, et puis vous la poserez. Et je ne demande pas mieux qu'il y ait des questions, et beaucoup de questions, il n'y a pas de problème. Je suis aussi disponible jusqu'à l'heure que vous voulez. Donc, en 4 étapes, l'exposé. Je vais vous parler, pour commencer, de normalité.
parce que j'aime toujours bien, parce que c'est bien de parler de ce qui est pathologique, mais on peut parler donc pathologique, quelque chose qui pose problème ou qui est devenu malade, mais c'est toujours bien de parler de ce qui est d'abord normal au niveau du développement, au niveau de la relation, si ce qu'est une relation normale, et puis expliquer effectivement ce qu'est cette pathologie de la personnalité. Un manipulateur, on rentre dans le champ des narcissiques, etc. Enfin, vous verrez que c'est pas très simple. Mais je ne vais pas vous prendre la tête avec plein de notions psychologiques, théoriques, mais vraiment essayer d'expliquer ce qu'est en fait un manipulateur. Et puis évidemment, la part la plus importante, comprendre c'est très important, et puis la part effectivement qui sera sans doute la plus utile, c'est comment faire face. Parce qu'évidemment, c'est l'objectif de la conférence, c'est de ressortir d'ici. Pas trop parano quand même, parce que vous allez peut-être en voir partout dans quelques jours. Après, ça se régularise, je vous rassure, tout de suite. Et puis, surtout, quand on prend conscience qu'on a affaire à quelqu'un comme ça, eh bien, de pouvoir développer un petit peu des petits outils, des stratégies pour pouvoir effectivement faire face. Voilà, alors, donc un mot sur le développement de l'être humain, le développement normal d'un être humain. Alors, ça commence évidemment dans la toute petite enfance, par notre naissance, enfin même avant notre naissance, parce que notre projet de vie commence avant notre naissance. Notre projet de vie commence dans la tête de chacun de nos parents, d'accord ? Donc ça peut être dans la cour de récréation à l'école primaire, comme à l'école secondaire, comme peut-être à 25 ou à 30 ans, le premier moment où un être humain se dit « tiens, un jour, je voudrais bien avoir des enfants », eh bien, notre projet de vie commence déjà là, ok ? Et puis, forcément, un peu plus précisément, quand notre maman nous porte, quand la grossesse commence, et puis, évidemment, de façon encore plus intensive et plus concrète, au moment de notre naissance. Et pourquoi est-ce que je reviens à ça ? Parce que quand on arrive au monde, on est chargé déjà tout ça du projet de nos parents, de ce qu'on hérite de nos ancêtres, etc. On noue déjà une relation dans le ventre de notre mère avec notre maman. Et puis, alors, c'est pas du tout un truc où on essaie d'exclure les hommes, mais c'est une réalité biologique. Le premier attachement, il se fait avec la femme, entre la femme et l'enfant. Et puis, après la naissance, se produit en principe un attachement entre la maman et l'enfant. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que vous allez voir que ça va avoir une importance capitale pour comprendre des choses au niveau de la manipulation. Et donc, quand cet attachement se passe bien, on a des échanges fluides entre le bébé et la maman, qui sont très très collés l'un à l'autre pendant les premiers jours, puis les premières semaines, et puis tout doucement, une distance s'installe. Le bébé commence à se vivre comme une personne à part entière. La maman, idéalement, laisse partir aussi, parce qu'on va voir que là aussi, il y a parfois des choses qui se jouent, etc., etc. Et quand un bébé a pu être attaché, ce qu'on appelle de façon sécure, il va pouvoir aller explorer le monde en ayant à l'intérieur de lui la certitude, le sentiment de sécurité, qui va lui dire, chaque fois qu'il va pouvoir vivre une situation un petit peu imprévue, un petit peu de danger, eh bien lui, il aura la certitude que quelque part, il y a un endroit où il peut revenir en toute sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans le développement de l'enfant. Alors, le bébé va se vivre à un moment, vers 8-9 mois, ça commence comme une personne à part entière, et va se développer au travers de ses relations aux autres aussi. D'abord avec sa maman, son papa, l'entourage immédiat des frères et sœurs quand il y en a, la famille élargie, etc. Il va commencer à se socialiser. Jusque 4-5 ans, à peu près. Souvent, vous allez comprendre après pourquoi aussi j'insiste sur cet âge-là. On a des petits êtres qui sont des petits êtres parfaitement égocentriques. C'est-à-dire qu'ils se vivent comme le centre du monde. Alors, si vous observez un petit enfant, je dis souvent aux mamans que celles qui m'ont déjà entendu vont plus s'émouvoir de trop, mais que en fait nos enfants ne nous aiment pas. Nos enfants, ils sont d'abord attachés à nous, ils ont besoin de nous pour pas mourir, surtout. Hein. C'est un truc hyper archaïque. Et c'est nous qui, en les éduquant, leur donnons l'apprentissage de l'amour, en fait. Et donc, ce sentiment très fort qu'ils ressentent vis-à-vis de nous, cet attachement très très fort, va tout doucement commencer à se transformer en amour, et on leur apprend ça. Alors c'est vrai que les petits bouts, ils sont très mignons quand ils disent « maman, je t'aime », mais quand un petit garçon ou une petite fille vous regarde en disant « maman, je t'aime » avec les yeux qui brillent, c'est surtout « ah maman, que je suis beau, que je suis belle, et jamais tu ne m'abandonneras, parce que si tu m'abandonnes, je vais mourir ».
C'est ça que ça veut dire, maman, je t'aime, à cet âge-là. Okay, très, très important aussi à retenir quand on va parler de ce qui se passe au niveau pathologique. D'accord ? Et donc, nous allons leur apprendre ce qu'est l'amour par notre amour désintéressé. En principe, quand tout se passe bien, je parle toujours de la normalité, de l'idéal, etc. Et puis, une fois dépassé voilà, ce cap de 5-6 ans, l'enfant va se socialiser de plus en plus, va apprendre à être en relation avec ses pairs, PAIRS, donc ses semblables. Et puis, il va apprendre tout doucement quelque chose de très important qui s'appelle l'empathie. C'est-à-dire qu'il va commencer à prendre conscience que quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose, ça ne laisse pas l'autre indifférent. Ça, c'est la conscience qu'on a à peu près pendant cette période, selon la lecture freudienne, on appelle ça la période de latence, hein, où les enfants sont assez... c'est un âge assez tranquille, hein, dans le fond, parce qu'une fois que vos gosses, ils ont 6-7 ans, jusqu'à 10, 11, 12 ans, là-bas, il faut en profiter à fond, parce que c'est l'âge le plus passionnant et le plus tranquille. Et vraiment, pour ceux qui ont des enfants à cet âge-là, profitez-en, parce que ça ne va pas revenir avant un bon moment, hein, parce que la phase suivante où ça se passe mieux avec les enfants, c'est vers 25 ans. D'accord ? Donc, avant et après, c'est chaud. C'est assez fatigant en général et c'est assez décourageant et désespérant. Voilà. Donc, il faut s'accrocher en disant qu'un jour, ça va changer. Justement, pourquoi je dis 25 ans ? Parce qu'à 25 ans, c'est l'âge auquel on a réellement une vraie empathie altruiste pour l'autre. C'est-à-dire que dans toute la période de l'adolescence, on a une reviviscence de cet égocentrisme-là. Hein, quand on voit nos adolescents complètement affalés sur un canapé, je m'en fous, machin, etc. Hein, ils sont un petit peu dans quelque chose de cet ordre-là, avec les hormones en plus, donc c'est très amusant, on s'amuse comme des petits fous. Et puis, vers 22 ans, ça se calme, là, et puis 25 ans en général, on peut dire que c'est enfin le moment où on regarde ses parents en disant « Purée, mais comme t'as dû en baver, mon pauvre papa, ma pauvre maman, n'est-ce pas ?» Voilà. Et là, on se dit « Ouf, on n'a pas fait tout ça pour rien, alhamdoulilah, mes enfants ont un petit peu de reconnaissance pour moi. » Voilà, ça c'est un petit peu le parcours qu'on va suivre. Et donc, effectivement, les enfants apprennent l'empathie petit à petit, puis à l'adolescence, ça se gâte un petit peu. Et puis à l'âge adulte, il y a quelque chose qui arrive où on a vraiment développé ce sentiment que l'autre existe, qu'il a des sentiments, que si je lui dis un truc, je vais peut-être faire attention à ce que je dis, pas parce que, juste parce que j'ai envie que l'autre soit bien aussi, que quelqu'un que j'aime bien, je vais essayer de ne pas le blesser, que si je vais faire exprès de blesser quelqu'un, je vais me sentir mal après, je vais me sentir quand même un petit peu coupable, parce que je vais me dire, c'est quand même pas cool ce que je viens de faire, etc. On a toute cette conscience morale aussi qui va se développer chez les gens normaux, n'est-ce pas ? Alors, nous sommes des êtres de relation, nous les êtres humains, et nous avons besoin de ces relations pour survivre. Un être humain seul est un être humain mort, je le répète très très souvent, et même si je suis toute seule dans mon appart, tranquille, etc., je ne vis absolument pas seule. Si j'allume ma radio, j'allume ma téloche, il y a quelqu'un qui cause, et je vois quelqu'un, c'est un autre être humain. D'accord ? Si j'allume juste la lumière, j'ai l'électricité parce que quelque part des humains l'ont produit, font en sorte que ça arrive, etc., etc. Donc nous vivons tout le temps en collaboration, en relation les uns avec les autres, ainsi que toute la création. Il y a quelques personnes qui ont écrit là-dessus, c'est passionnant à lire, à quel point toute la création à tous les niveaux, il y a de l'entraide et de la coopération entre les différentes espèces vivantes, et nous n'échappons pas à cette règle, tout l'univers fonctionne comme ça. Les êtres humains aussi. Cette collaboration, donc, elle est nécessaire à notre survie. Et nous, les êtres humains, avons cette particularité d'avoir été dotés d'une âme par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans nos relations humaines normales, nous sommes sujets. Et quand nous nous adressons à l'autre, nous nous adressons à un sujet. Dans la relation normale, ça va comme ça. Et donc, nous allons, en fonction du type de relation qu'on entretient avec la personne, ajuster notre comportement à celui de l'autre. Nous allons être capables d'entendre que l'autre, à un moment, c'est un petit peu aussi le principe de la démocratie, j'ai envie d'un truc, l'autre a envie d'un truc, un troisième a envie d'un truc, on vote, voilà, chacun fait des concessions, on n'est pas toujours content en démocratie, on est devant des choses qui sont peut-être justes, même si on n'est pas à 100% content, mais on a cette capacité de s'ajuster les uns aux autres.
Pour pouvoir faire ça, on a aussi besoin d'avoir développé de la tolérance à la frustration. Alors ça, c'est un point hyper capital dans tout ce qui est violence de tout ordre. Et la manipulation, on va le voir, c'est aussi une forme de violence. C'est que vivre sur Terre, ça nous amène des frustrations. Il n'y a encore personne qui a réussi à trouver le moyen de créer un interrupteur pour allumer et éteindre le soleil quand ça l'arrange. Ça paraît très con quand je dis ça, mais c'est une réalité. On est tous soumis au monde, on est soumis aux éléments naturels. Alors on l'oublie beaucoup avec nos clims, nos chauffages automatiques, nos bagnoles, etc., etc. Mais en fait, on est tous soumis aux éléments. Si demain il y a un énorme tsunami qui balaye la Belgique, nous n'existerons plus. Et on aura beau faire tout ce qu'on veut, nous n'existerons plus. On l'a vu dans d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose dans notre éducation qu'on a aussi besoin de recevoir, c'est-à-dire toutes ces limites. C'est non, c'est le non, c'est le stop, c'est pas tout ce que tu veux quand tu veux. Il y a des obligations aussi, parce que de toute façon, au moment où on va se retrouver à l'âge adulte, nous allons être obligés de nous soucier de notre subsistance. C'est une réalité de notre vie terrestre aussi. Il y a tout ce qu'on veut. Allah subhanahu wa ta'ala l'a déclaré à notre Père, à tous, Adam. Il y a tout ce que tu veux sur Terre, mais il va falloir bosser pour l'obtenir, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes tous avec ça. Et c'est vrai que parfois, dans nos éducations, ça manque un tout petit peu. Cette conscience, cette habitude d'être un peu de devenir progressivement responsable de nos propres besoins. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me demander des conseils en éducation, etc. Et puis je me dis, c'est quand même fabuleux de voir qu'il y a des adolescents ou des adolescentes, même parce que certaines filles, et de plus en plus, sont un petit peu éduquées comme ça, ben, ils ne connaissent même pas le circuit qui va de mes chaussettes sales à tiens, il y a des chaussettes propres dans le tiroir de ma commode. Hein. Voilà, les chaussettes sales que je laisse traîner dans n'importe quel coin de la maison et hop, elles reviennent comme par magie dans le tiroir. Voilà, il y a un tas de choses comme ça qu'on oublie et on va voir aussi que ça joue effectivement un rôle. Voilà pour la normalité donc, du développement, la normalité de la relation humaine, hein, de cette coopération, de cette collaboration qu'on a tous les uns avec les autres. Quand on examine un petit peu comment est-ce qu'on vit en société, on a chacun des rôles différents, puis on a inventé des systèmes pour échanger nos spécificités, c'est ce qui se passe. Hein, les métiers, ce n'est que ça finalement, c'est de l'échange de services qu'on a les uns avec les autres. Alors, je vais aussi vous parler, peut-être juste dire un mot sur la manipulation normale. Alors, c'est juste pour dire que dans toutes nos relations, il y a des moments où on va faire de la manipulation, tous. Que celui qui n'a jamais manipulé me jette la première pierre. Petite clin d'œil biblique. Et donc, nous faisons tous... Alors, si demain, je vais voir mon directeur, j'ai très envie de faire un truc, et puis je vais lui demander des jours de congé, j'en demande quelques-uns par an comme ça, je vais chez mon directeur, et si je lui dis et mon vieux, j'en ai marre, moi, de bosser, je veux faire ça, donne-moi 3 jours de congé, j'ai évidemment fort peu de chance de les recevoir. Par contre, si je lui dis, tiens, bonjour, comment ça va? Et tout va bien, ça va mieux, ta jambe, ton pied, je sais pas, parce que je sais qu'il a eu un truc, etc. Oui, mais tiens, à propos, je veux un truc, c'est super intéressant, etc. Je sais tout à fait que ça ne rentre pas dans le cadre du truc, mais quand même, si tu pouvais, etc., etc. Je fais de la manipulation quand je fais ça, quelque part. Mais je ne suis pas en train de le manipuler, je suis juste en train d'adapter mon discours à l'interlocuteur que j'ai en face de moi, parce que j'ai très envie d'obtenir quelque chose, et donc je vais lui demander comme ça. Ça, nous faisons tous et toutes. Et d'ailleurs, nos petits bouts le comprennent très très tôt, hein, quand ils viennent Maman, qu'est-ce que tu as encore à me demander, hein, que celui qui n'a jamais répondu ça à son enfant, hein, etc. Donc effectivement, ça fait partie, et on apprend ça très très vite. Hein, ça fait partie de... Et puis quand, voilà, pour les gens qui ont envie de se marier, ben, quand on est en face de quelqu'un qu'on aimerait bien épouser, c'est pareil aussi. On ne va pas lui dire directement, tu sais, moi le matin quand je me lève, je suis mauvais poil pendant une demi-heure, etc., etc. Non, c'est pas le premier truc qu'on raconte de soi. Hein, on va essayer de mettre en valeur ses qualités, etc. Et jusque-là, a priori, on n'est toujours pas dans la manipulation, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nos fameux manipulateurs, n'est-ce pas? Alors, juste pour, au niveau des mots, on parle beaucoup de narcissiques, de personnalités narcissiques, de pervers narcissiques, de manipulateurs, etc. On parle à peu près de la même chose.
Alors, je ne vais pas faire un cours universitaire en donnant toutes les écoles, etc. Parce que, alors, d'abord, il faut savoir que la Bible des troubles mentaux, c'est le DSM-4. Maintenant, il y a un 5 qui est sorti, mais je crois qu'il n'est pas encore édité en français, me semble-t-il. Il semblerait qu'on parle de personnalité narcissique dans le DSM, mais pas de pervers narcissique. C'est un truc qui a été... deux concepts qui ont été joints par certaines personnes qui ont écrit sur le sujet, notamment Marie-France Rigoyen et puis je ne sais plus qui, pour décrire certaines personnalités. On a des gens comme Isabelle Nazaraga qui parlent de manipulateurs, on parle quand même toujours à peu près de la même chose. Ok, donc on va parler ce soir pour faire facile, je dirais tantôt narcissique, tantôt manipulateur, c'est à peu près la même chose. Alors, un mot sur le narcissisme, nous sommes tous des êtres narcissiques. Et heureusement, parce que nous accordons tous de l'importance à notre image, nous accordons tous de l'importance. D'accord? Alors, de nos 4-5 ans où on s'est senti tous le centre du monde, effectivement, on a développé petit à petit la conscience de l'autre, cet ajustement à l'autre, etc. Et si on s'est bien développé, si on a un certain degré de maturité, etc., et peut-être un certain degré de spiritualité, eh bien, on a pu développer une certaine humilité aussi, et se dire que même si on s'aime bien, l'autre compte aussi, etc., etc., mais ce narcissisme, il est aussi nécessaire pour que nous nous accordions les choses, de bonnes choses. Les gens qui sont je me sacrifie tout le temps pour les autres, ce sont des gens qui sont aussi atteints pathologiquement. Et c'est aussi parfois des manipulateurs au passage. Mais en tout cas, ce narcissisme, on en a besoin pour être équilibré. Et c'est comme tout. En psychologie, vous allez prendre tous les aspects de notre personnalité, tout nous est nécessaire. Toutes les émotions nous sont nécessaires à condition d'être juste dans le juste milieu, et c'est tout. D'accord? Et donc, je me rappelle mes tout premiers cours de psychopathologie, quand je me formais en tant qu'éducatrice spécialisée, notre prof de psychopatho nous disait « Si vous vous reconnaissez dans un petit peu tous les trucs tordus que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes une personne équilibrée. » D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, chaque fois qu'on va parler de pathologie, on va se dire mais moi je fais ça aussi. C'est pour ça que je parle de manipulation normale, d'accord? C'est qu'on va se dire ah oui, mais tiens, moi je fais ça, ah oui, ça veut dire que je suis ceci, que je suis cela. Non, pas forcément, d'accord? Donc c'est quelque chose d'important à savoir. Donc un peu de narcissisme et bien dosé, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Alors qu'est-ce qui va se passer chez la personne qui est pathologique, c'est-à-dire qui est malade? Alors, je commence par parler de la personne et puis je parlerai de la personne qui est victime aussi. Alors chez la personne qui développe une personnalité narcissique, ce qui se passe, c'est que quelque chose fait qu'à un moment de son développement, elle reçoit des blessures narcissiques. D'accord? Alors, la blessure narcissique, je reviens un petit peu à ma normalité. L'enfant, quand il grandit, il a besoin qu'on nourrisse son côté narcissique en lui disant qu'il est beau, qu'il est gentil, etc. Enfin, qu'on loue un petit peu ses qualités, tout en lui disant, écoute, là, ce que tu as fait, ça va pas, il faut que tu corriges, etc., etc. Mais en tout cas, il a besoin qu'on lui dise des choses qui sont valorisantes. Et il a besoin d'avoir un attachement sécure, et il a besoin je ne sais plus ce que je veux dire, mais c'est pas grave, j'y reviendrai. Donc, il a besoin d'éléments, il a besoin voilà, de cette base de sécurité. Si une personne n'a pas cette base de sécurité, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment dans son développement, ça va provoquer des blessures narcissiques ou des troubles de l'attachement ou bien un sentiment d'insécurité. D'accord ? Et la plupart des troubles psychologiques vont trouver leur origine dans cette période d'enfance, et les plus graves troubles psychologiques ont leur origine dans la toute petite enfance, ce qu'on appelle en psychologie des troubles désorganisateurs précoces. Donc quand il se passe des gros traumas, quand il se passe des gros troubles de l'attachement, quand on a de la maltraitance, donc ça j'ai fait une conférence là-dessus qui a été mise sur le net, les blessures de l'âme, toutes les formes de maltraitance provoquent aussi des blessures, provoquent des traumas, et quand il y a ça dans le parcours d'une personne, certains, pas tous, mais certaines personnes peuvent développer des personnalités qui poussent pas tout à fait droit. Et chez certains, c'est comme si le développement psycho-affectif, il buguait
sur certains points vers cet âge-là, vers 4-5 ans. Je vous parle de personnalités narcissiques, les manipulateurs, en général, c'est ce qu'on va retrouver. C'est que vous allez avoir des personnes qui vont se retrouver dans la relation à l'autre. Alors, on peut être président de la République et être un narcissique, hein, ou un manipulateur. Ce n'est absolument pas incompatible. Donc, on peut développer des compétences absolument fabuleuses, des compétences de pointe dans certains domaines, et sur le plan relationnel et psycho-affectif, en fait, vous avez affaire à des gens qui sont comme des petits-enfants. Si on veut expliquer ce qu'est une personnalité narcissique, c'est vraiment la clé la plus facile. Et vous allez voir que tout va nous ramener à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là dans la pratique? Vous avez quelqu'un qui est en face de vous et qui va désirer obtenir quelque chose de vous. Si moi, je téléphone à quelqu'un et que je voudrais lui demander un service, je vais effectivement faire un peu de manipulation. Et je vais effectivement essayer de vendre ma demande, d'accord, en la formulant le plus gentiment possible, etc., etc. Donc je téléphone à la personne, je lui demande « je te dérange pas », etc. Ben tiens, je voudrais te demander un service, est-ce que tu pourrais faire telle ou telle chose pour moi? Puis là, on est dans quelque chose qui est relativement normal. Et puis vous avez des personnes qui ont l'art, et en fait, c'est souvent dans le champ de celui qui reçoit qu'on va finir par ressentir ça en se disant « mais tiens, chaque fois que cette personne me demande quelque chose, je ne sais jamais lui dire non ». Vous avez des personnes qui vont téléphoner, qui vont dire « tu fais quoi samedi ?» Déjà, là, c'est mal barre. Hein. Personne qui vous demande un truc comme ça, c'est pas forcément un manipulateur, hein, je ne veux pas que vous deveniez tous parano, mais c'est déjà pas tout à fait la même façon de demander les choses. Ah oui, parce que si tu fais rien, moi j'ai ça à te demander. C'est pas parce que je fais rien de spécial que je suis complètement disponible pour te donner toute ma journée pour faire un truc que j'ai peut-être pas forcément envie de faire, d'accord? Ok. Donc là, c'est déjà un truc qui est mal barre. Ou alors la personne qui vous demande quelque chose et qui va s'arranger dans son discours pour que vous commenciez à culpabiliser. Hein. Et c'est tiens, tu sais, il y a telle chose, moi je me sens toujours, il n'y a jamais personne qui est gentil avec moi, etc. etc. Et puis tiens, oui, et en plus, samedi, je voudrais bien aller au cinéma, mais je suis tout seul, etc. etc. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Elle dit, bah, tu veux que je vienne avec toi? Même si c'est un truc que vous n'avez vraiment pas envie de faire, mais quand vous avez entendu l'autre pleurer pendant 5 minutes, qu'il est toujours tout seul, que le monde entier est contre lui ou contre elle, etc., etc., et puis qu'à un moment, et tiens donc, il n'y a pas une vraie demande, la demande elle arrive par la bande, mais vous vous sentez obligé, il y a quelque chose qui vient toucher sur le fil de votre culpabilité, et vous vous sentez obligé de dire oui. Alors, il y a aussi ces personnes qui vous lâchent jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, là je parle toujours d'une personne qui est un peu extérieure à nous, on va voir que quand c'est à l'intérieur c'est encore un peu plus compliqué. Il y a des personnes qui vous lâchent jamais et qui vont établir autour de vous quelque chose de l'ordre d'un tourbillon ou bien d'un sentiment d'urgence, d'une situation d'urgence tout le temps. Alors vous avez des personnes qui vont, vous faites la connaissance d'une personne et puis elle va vous téléphoner 3 fois, 4 fois par jour, elle va vous téléphoner le soir, elle va vous téléphoner tôt le matin, puis et puis on est les meilleurs amis du monde, etc. Et puis on va se rendre compte à un moment qu'il y a quelque chose qui devient trop et on n'arrive pas à gérer. Ou alors on est tellement dedans. En général, on commence à se rendre compte après un fameux moment. Vous avez aussi des personnes qui ont l'art de tout le temps vous mettre dans l'urgence. Chaque fois qu'ils vous téléphonent en vous disant quoi, allô, ah oui, écoute, j'ai vraiment un gros problème, il faut absolument que tu fasses ça pour moi parce que tu comprends, etc. etc. Et puis on va se rendre compte que c'est toujours la même personne qui vient vous mettre tout le temps dans l'urgence, etc. Là, il faut avoir des feux orange clignotants qui s'allument. Alors, on va se rendre compte qu'on a affaire à une personne qui est dans le narcissisme et la manipulation, en général, parce que la personne qui est aux prises avec un manipulateur, elle va commencer à se sentir mal, elle va commencer à se sentir dévalorisée. Elle va commencer, alors une spécialité aussi des manipulateurs, c'est d'envoyer ce qu'on appelle des messages paradoxaux, des doubles contraintes. Alors la double contrainte, c'est prescrire la chose et son contraire en même temps. C'est tu devrais prendre du bon temps, hein, c'est vraiment très important. Va voir tes copines et dans le même temps, et je vais encore rester tout seul ce soir. Oui, alors je fais quoi pour faire bien? Parce que si je vais voir mes copines
j'obéis à ton injonction, tu devrais prendre du temps pour toi, mais en même temps, dans la seconde qui suit, la personne va se mettre, oui, mais je suis tout seul ce soir. Donc ça veut dire que quoi que je fasse, c'est pas bon, parce que si je reste, il va me reprocher de ne rien faire pour m'épanouir, et si je pars, il va me reprocher de l'avoir laissé tout seul. Ou elle, hein, pareil dans les deux sens. Il n'y a pas de, ne voyez aucune fixation sur les hommes ou les femmes par rapport à ça. Okay, donc on va aussi être sans arrêt avec des choses comme ça. Et donc, quand on est dans des situations comme ça, alors la réaction à la double contrainte, c'est quoi? Au message paradoxal, c'est l'immobilisme. Quelqu'un, si je vous dis, il y a des mamans qui font ça avec les enfants, malheureusement, parce que je vais développer un tout petit peu, il y a certaines mamans qui disent à un enfant, mais tu ne me fais jamais de câlin. Viens, pourquoi tu ne viens pas sur mes genoux? Et puis vous avez le petit bout qui va monter sur les genoux de sa maman, et puis la maman qui dit, allez, tu me déranges, tu me déranges, tu me déranges. Et ce sont des choses qui existent vraiment, et ça, c'est vraiment le message paradoxal par excellence. C'est viens, et quand la personne vient, elle est rejetée. Et vous avez ça dans certaines relations hiérarchiques aussi, hein, des employeurs qui vont dire à l'employé, qui vont d'abord la mettre dans le tourbillon, hein, lui donner plein de travail, puis un employé qui va essayer de faire le mieux possible. Et en fait, l'employeur va lui dire à la fois, c'est bien, tu es indispensable, mais c'est jamais assez. Et donc vous avez quelqu'un qui va tout le temps essayer de faire encore plus. Hein, parce que les manipulateurs peuvent être sympathiques, ils peuvent être séducteurs aussi, ils peuvent, etc., etc. Mais toujours à un moment ou l'autre, on va trouver cette double contrainte, on va trouver ces messages. Alors les messages dévalorisants, ils sont souvent distillés comme ça de façon très sournoise. Ça peut être, par exemple, les manipulateurs, ils ont souvent une phase pendant laquelle ils vont installer le truc. Hein. Par exemple, quand il y a une relation hiérarchique, eh bien, le manipulateur, il peut très bien prendre quelques semaines pour dire à la personne, ah, tu es la meilleure, c'est formidable, tout ce que tu fais c'est bien, etc., etc. Et puis à la fin de la journée, tu pourras rester une demi-heure parce que là j'ai vraiment un truc super important à faire. Oui, bien sûr, on te dit, tout est rose, tout est violette, etc., etc. Et puis finalement, ce ne sera jamais assez, le degré d'exigence va monter de plus en plus, et puis les reproches vont commencer à arriver, et puis il va y avoir des doubles messages qui vont arriver comme ça en permanence. Et c'est vrai que très souvent, ce qui se passe, c'est que le manipulateur, il piège les personnes. Alors, pourquoi est-ce que les manipulateurs piègent les personnes? Je vais vous ramener à ce que j'ai expliqué, d'accord? La normalité, la base de sécurité, l'attachement, le narcissisme, ok? Tout ça, ça a besoin d'être nourri. Chez le manipulateur, il y a une blessure par rapport à ça, d'accord? Et le manipulateur, il y a un truc que j'ai oublié de dire de très important, c'est que quand on est bloqué à cet âge 4-5 ans, là, l'empathie, ça ne marche pas. D'accord? Et ce que vous allez retrouver chez toutes ces personnes, et si on gratte un peu, il y a vraiment moyen de tester, c'est qu'il n'y a pas de véritable empathie. Donc l'empathie, c'est la capacité de me mettre à la place de l'autre, la capacité d'imaginer ce que l'autre peut peut-être être en train de ressentir en fonction des circonstances. D'accord? Si je dis à mon amie Fatima ici, mais comme tu es jolie aujourd'hui, quand je lui dis ça, je m'attends à voir un sourire sur son visage. Pourquoi? Parce que je suis une personne empathique, j'espère. Et que je sais que quand je vais lui dire ça, je vais voir de la joie sur son visage. Et je peux m'imaginer la joie. Donc quand je vais lui dire de façon... Voilà. Et elle va sentir qu'il y a une sincérité dans ce que je dis. Si j'ai un truc délicat à lui dire, je vais dire, écoute, je vais prendre des précautions parce que je ne vais pas vouloir la blesser, parce que j'imagine que si moi on me disait ça, ben, je serais peut-être blessée, donc si je vais lui dire, je vais quand même faire attention à ce que je vais lui dire, mais mon objectif sera de la préserver, d'accord? Mon objectif sera de ne pas la blesser. Ça, c'est de l'empathie. Et chez les manipulateurs, c'est un truc qui est en panne. Alors, je reviens à ce que je voulais expliquer par rapport à ça, et j'ai perdu mon fil, ça va aller très bien. Pardon ? Oui, par rapport à la blessure, voilà. Pourquoi est-ce que ça marche si fort? C'est que nous, je vais nous mettre tous dans les personnes normales, nous avons une empathie normalement développée. Et quand nous avons affaire à ces braves manipulateurs, nous avons d'abord devant nous une personne qui est terriblement blessée. Un jour dans ma consultation, j'avais affaire à une personne aux prises vraisemblablement avec, je ne sais plus, un mari, je pense, manipulateur.
Et un jour, elle arrive, elle me dit, mais c'est pas vraiment un manipulateur, parce que l'autre jour, il m'a parlé et je voyais mais qu'il avait de la peine, il était vraiment mais hyper sincère. Eh bien, figurez-vous qu'il l'était probablement. Ce qui se passe, c'est qu'en face de nous, on a une personne qui est vraiment blessée. Et le moment où la personne manipulatrice exprime son désarroi, le moment où elle exprime sa tristesse, enfin, c'est pas sa souffrance plutôt, eh bien, cette personne, elle est complètement sincère. Et nous, personnes normalement empathiques, on rentre dans le piège direct. Parce que quand on a en face de nous une personne qui souffre, et qu'on est une personne normalement empathique, qui avons développé ses compétences relationnelles, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calmer la souffrance de l'autre, de l'aider. Et quand on essaie d'aider un manipulateur, on rentre complètement dans le piège parce que c'est jamais assez. Parce que la blessure, elle est immense. C'est exactement la même chose qu'un puits sans fond ou qu'une passoire. Vous n'en ferez jamais assez. Et donc le manipulateur, il va demander, donner, et puis un jour, on va arriver en consultation, une personne complètement épuisée qui dit « j'en peux plus ». Mais non, il n'en peut plus, parce qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui demande, et qui n'a jamais assez. D'accord? C'est vrai aussi des personnes traumatisées. Ce n'est pas forcément des manipulateurs, mais quand c'est vrai d'une personne traumatisée, on est dans un autre système. Il n'y a pas ce piège qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui va différencier un manipulateur, qui est aussi une personne traumatisée la plupart du temps, d'une autre personne? C'est que dans la relation, l'autre n'existe absolument pas en tant que personne. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être un signal. C'est-à-dire que nous, quand on est dans une relation normale, je suis un sujet, vous êtes un sujet pour moi, et donc nous allons nous ajuster l'une à l'autre. Je vais pouvoir entendre ce que vous allez me dire, de vos désirs, etc., m'y ajuster d'une certaine façon. Manipulateur, je reviens avec l'image, développement psycho-affectif 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, quand on est angoissé, et quand on a peur, et quand on a besoin d'être rassuré, il n'est pas question qu'on attende 4 secondes et demie. On hurle, on veut une réponse à notre besoin tout de suite, et on a en général un petit objet transitionnel qu'on appelle le doudou, n'est-ce pas? D'accord? À 4-5 ans, ça fonctionne très très bien, ce petit truc qu'on peut triturer dans tous les sens, on peut baver dessus, se moucher dessus, quand on n'en veut plus, on le jette, on marche dessus, on fait même pipi dessus, certains, il y a des gosses qui, voilà, font n'importe quoi avec leur doudou, mais c'est le doudou, cet objet avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, un manipulateur, il va exactement faire la même chose au niveau relationnel. Alors, il y a des gradations, bien entendu, hein, et puis vous n'aurez pas quelqu'un qui va se comporter comme un enfant réellement devant vous. Mais si vous faites l'analogie, vous la poussez jusqu'au bout, moi je peux vous dire que quand on me raconte certaines scènes, certains comportements, je peux dire à une personne, là je pense que vous avez peut-être bien affaire à un manipulateur. C'est-à-dire que le manipulateur, celui qui est dans cette grosse blessure-là, eh bien, il va se comporter exactement comme ça. Il va téléphoner chaque fois qu'il en aura besoin, il voudra qu'on réponde tout de suite. Et si on ne répond pas tout de suite, on va avoir quelqu'un qui est blessé, qui peut pleurer très très fort, mais derrière les pleurs, on voit la souffrance, mais on voit aussi le désir de dominer. Je te veux maintenant, ici et tout de suite. Alors évidemment, au début qu'on est amoureux, quand ça se passe dans une relation amoureuse, c'est très... Waouh, on se dit, oh, machallah, comme il est mignon, comme elle est mignonne, tu as tellement besoin de moi, et on y va, et hop, on est piégé. Et puis, puis l'autre, alors, ce qui va faire la différence aussi, c'est que le manipulateur, quand il est rassuré, il fait comme avec le doudou, il jette. Il oublie dans un coin. Il ne téléphone plus, ou elle ne téléphone plus, ou si le couple est formé, qu'il y a mariage, eh bien le gars, il ne va plus du tout s'occuper de sa femme, la femme ne va plus du tout s'occuper de son mari, ce qu'il veut, c'est tout, c'est bon. Et puis quelques heures, quelques jours après, quand il aura besoin de nouveau, hop, de nouveau, on est dans le même système. Vous avez des personnes qui sont un peu plus sur le plan, parce que je vous parlais de gradation, de vocabulaire, etc. On a des personnes qui sont un peu plus sur un versant pervers. Alors la perversité, pour faire court, c'est un petit peu le fait d'éprouver une certaine jouissance en faisant souffrir l'autre.
Il y a malheureusement des personnes qui ont développé des personnalités narcissiques à un point assez important et qui, en plus, alors il y a la question, chez le manipulateur, il y a cette espèce d'emprise sur l'autre, donc je ne suis pas dans une relation sujet-sujet, je suis dans une relation où je me sers des autres comme un objet qui me rassure, donc je les prends et je les jette. Okay. Et puis quand on est à un grade vraiment encore plus élevé, c'est que je peux même arriver au point de prendre l'autre, de m'en servir comme un objet, mais en plus de me délecter de le voir ou de la voir souffrir. C'est-à-dire que je mettrai en place des scénarios où je vais vraiment... Et alors on va avoir ces personnes qui sont vraiment dans la torture morale ou dans la torture physique aussi. Vous avez souvent des personnalités narcissiques derrière ça. Okay. Je pense que j'ai à peu près dit ce qu'était... Alors, pour un manipulateur, le fait de créer de l'emprise sur l'autre, c'est une façon de se rassurer. D'accord ? Je ne dis pas ça pour excuser, j'ai juste ça pour comprendre le mécanisme. C'est tout à fait inacceptable, on est bien d'accord que quand on a affaire à un manipulateur, il ne faut certainement pas se laisser faire. Mais cette façon, alors, parce que souvent les personnes demandent pourquoi ? Eh bien le pourquoi c'est ça, c'est que le fait de créer de l'emprise, ça rassure. C'est comme si j'avais le doudou dans ma poche. D'accord ? Et donc, je vais dans les réseaux de relations autour de personnes qui sont dans ce genre de personnalité. Il y a un tas de personnes sous emprise. Alors, vous avez des manipulateurs qui ont énormément de charme. Hein. Vous avez des gens, quand vous les regardez de l'extérieur, mais des trucs parfois... évidemment, je suis peut-être un tout petit peu sensibilisée au schmilblick, mais quand je vois certains... Moi, j'appelle ça du cirque, de loin... Je me dis, mais c'est pas possible, quoi, ils se rendent pas compte. Parfois, il y a des gens, j'ai envie d'aller leur dire, eh ben, vous débloquez, là, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des cours autour d'eux, et on voit bien que c'est pas une cour avec une relation, parce que, voilà, on peut avoir des gens qui ont beaucoup de séduction, qui sont des personnes importantes, intéressantes, etc. Mais on sent qu'autour, il y a une vraie relation. Mais quand vous voyez des trucs comme ça, très coupés avec des gens où on voit toujours que c'est la même chose, quoi, c'est les personnes qui sont autour qui vont vers la personne centrale, etc., la personne un peu importante et tout, et que la personne est un peu dans... Il s'en fiche, quoi, il est un petit peu comme ça, on peut se dire qu'il y a peut-être un truc qui n'est peut-être pas tout à fait sain. Et bien le manipulateur, quand il a toute sa cour comme ça autour de lui, il se sent rassuré. Parce qu'il sait que s'il a besoin de ça, il va demander un tel, et puis boum, c'est bon, il a tous ses doudous autour de lui et tout va bien. Ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui caractérise les manipulateurs, c'est que la fin justifie les moyens. D'accord ? Tout est bon. Il y a quand même au niveau du sens moral un truc qui est vachement élastique chez ce genre de personnes, même si parfois, dans le discours, au départ, c'est des gens qui vont vous dire « oui, c'est très important ceci, c'est très important cela pour moi, etc. etc. » C'est très important tant que c'est dirigé vers lui-même. Ça, c'est clair que... Et il n'est pas question que ces valeurs-là soient mises à mal, toutes les valeurs qui lui correspondent à lui. Il ne va pas se gêner pour vous faire subir certaines choses. Donc, par exemple, des gens qui prônent que le respect est quelque chose de hyper important. Évidemment, pour eux, c'est hyper important. Il n'est surtout pas question de lui dire tu m'ennuies ou quelque chose comme ça, parce que juste ça, c'est déjà de trop. Hein, non, ça c'est... Non, mais là, tu ne m'as pas respecté. Mais par contre, des volées d'insultes quand la personne s'énerve, ça sort tout seul. Et puis il y a des personnes qui vont dire « mais pourquoi tu es fâché? J'étais juste énervé. » C'est pas grave quand même, c'est normal de s'énerver. Ça, c'est un manipulateur. Par contre, n'essayez pas de dire le moindre petit mot comme ça, ça va jamais passer. Parce que non, le respect c'est très important, le respect pour moi. Et toutes les valeurs seront tournées vers lui. C'est ça la personnalité narcissique, hein. Tout est tourné vers moi. C'est pareil aussi, c'est un petit indicateur, c'est au niveau de la culpabilité. La culpabilité est un signe de sens moral chez l'humain normalement constitué. C'est-à-dire que si je me laisse aller à faire un truc qui n'est peut-être pas tout à fait cool, je me regarderai dans la glace, je vais me dire, c'est quand même pas bien ce que tu as fait, quoi, hein, là, franchement. Et je vais culpabiliser parce que je vais pas être à l'aise, parce que peut-être que l'autre, je lui ai quand même fait du mal, et que c'est quand même pas bien de faire ça. Chez le manipulateur, on va avoir ça, la culpabilité, mais aussi tournée vers lui, à 100%. C'est-à-dire que je ne supporte pas d'être mal vu par l'autre parce que je ne peux plus me mirer dans son regard admiratif et que ça me renvoie de moi une image qui n'est pas bonne.
et que c'est insupportable pour moi l'idée que l'autre puisse penser une seconde du mal de moi, mais pas parce que je me fais bien voir, non, parce que c'est insupportable de ternir mon image. Ça, c'est un truc qu'on va aussi retrouver dans ces personnalités-là. Et ce qui se passe aussi, c'est que malheureusement, alors je vous parle là de façon très très générale, dans la relation qui peut être professionnelle, j'ai un petit peu évoqué la relation qui peut être amoureuse, il y a aussi ça, bien malheureusement, dans des relations familiales, parents-enfants. Alors, vous avez des manipulateurs qui deviennent parents, et quand ces personnalités-là deviennent maman ou papa, et ça arrive malheureusement trop souvent, c'est toujours trop de toute façon, c'est que l'enfant va être comme un prolongement narcissique d'eux-mêmes. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de l'aide à la jeunesse pendant quelques mois, et on avait un papa comme ça qui était là-dedans avec sa fille. C'était effrayant. C'était effrayant parce que le gars, il n'avait pas une seconde, enfin aucune empathie pour sa fille. Il était surinvesti à des moments par rapport à sa fille, mais absolument aucune empathie. Et donc il voulait que sa fille réussisse parce qu'il fallait que sa fille, c'était sa fille qui devait réussir. Il s'en fichait d'elle en tant que personne. C'était pas très important, mais la réussite de sa fille était quelque chose qu'il allait afficher à son palmarès, lui, en tant que père. Et donc il était surinvesti vis-à-vis de sa fille, et il voulait absolument, alors il aurait déplacé des montagnes pour qu'elle réussisse à l'école, mais sans s'occuper une seconde de savoir si elle était heureuse ou pas. Et ça n'avait aucune commune mesure avec, je vais dire, des priorités. Alors, en se disant, non, il y a un âge où l'école c'est important, etc. Pas du tout. On sentait vraiment qu'il était dans quelque chose. Il était complètement coupé de ce que sa fille pouvait à tout moment ressentir. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement aussi dans ces relations parentales toxiques qui peuvent survenir. J'en arrive à la quatrième partie de l'exposé. C'est comment est-ce que on peut faire face à un manipulateur. Alors déjà, vous allez tous me poser la question après, je suis sûre, puis je verrai en fonction de vos questions précises sur certaines situations si je peux peut-être apporter un éclairage. Mais c'est d'abord comment se rendre compte qu'on a affaire à un manipulateur. Ça, c'est la première question. Je pense qu'on doit pouvoir se servir de soi-même comme d'un baromètre, quelque part. Quand on est en relation avec quelqu'un, et que chaque fois qu'on a des relations normales avec la plupart des personnes, des relations relativement équilibrées, alors on est tous avec nos petits traumas, nos machins, nos manies, etc., et nos défauts, entre guillemets, mais que globalement on a des relations relativement équilibrées avec notre entourage, et que spécifiquement on a tout le temps des problèmes avec telle personne ou telle personne, peut-être 3-4 personnes de notre entourage, et qu'avec précisément ces personnes-là, chaque fois qu'on les voit, on est mal à l'aise, on a l'impression d'être scruté, on a l'impression d'être... je vous disais le truc là, je téléphone, qu'est-ce que tu fais samedi? Tous les gens qui nous téléphonent en nous demandant qu'est-ce que tu fais samedi ne sont pas des manipulateurs, bien entendu, nous sommes d'accord, mais si systématiquement le qu'est-ce que tu fais samedi est suivi d'une demande où on se sent coincé, où on n'ose pas, et que c'est toujours la même personne qui fait ça, on peut effectivement se poser des questions. Si chaque fois qu'une personne de notre entourage, il y a des gens comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, chaque fois que vous leur parlez d'un truc que vous avez réalisé, ils vont dénigrer ce que vous avez fait, ils vont le minimiser en disant oui mais moi j'ai fait mieux, voilà, ton truc franchement c'est pas très très intéressant, on va vous le dire mais d'une façon chaque fois détournée, et chaque fois que vous allez avoir affaire à cette personne, vous savez pas bien expliquer pourquoi en général, mais on va se rendre compte qu'on est mal à l'aise. Si vous trouvez un nouveau boulot et qu'au début vous êtes super investi et qu'après 6 mois vous êtes complètement rétamé, crevé, etc., posez-vous des questions sur votre boulot, posez-vous des questions sur vos collègues, sur votre chef supérieur, sur votre patron, etc. Peut-être que vous êtes en train de vivre une relation d'emprise, c'est possible. Peut-être un mot à ce stade-ci aussi, c'est de dire qui sont les victimes des manipulateurs. Pourquoi est-ce que ça marche aussi? Ça marche parce que ça vient... Alors, il y a un couple super, manque d'estime de soi, manipulateur. Ça marche très fort. Les personnes qui ont manque d'estime de soi, blessure d'abandon, etc., c'est des bons clients pour les manipulateurs. C'est clair parce que on a... J'arrive pas à le dire en français. On a...
beaucoup besoin, on peut dire ça, non, c'est pas très français, mais c'est pas grave, on a tous compris, d'être rassuré, par exemple, hein, quand on a une blessure d'abandon. Et donc, la personne qui commence à vous téléphoner jour et nuit, c'est hyper rassurant, puisque nous, on se sent un petit peu vite abandonné, et donc on a affaire à quelqu'un comme ça, et hop, la mayonnaise prend. Les personnes qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, elles vont pas avoir de mal à se placer dans une position un petit peu basse comme ça, par rapport à l'autre aussi. Et donc, si vous êtes potentiellement une personne et que vous savez, vous vous connaissez un tout petit peu, vous savez que vous avez cette tendance-là, et que tout à coup vous vivez une relation, comme je viens d'expliquer, avec une personne généralement nouvelle dans votre entourage, il y a peut-être des chances que vous ayez affaire à une personne qui fait de la manipulation. Identifier aussi, oui. Non, non, enfin, je sais pas, ça frise des 100% de manipulateurs qui s'ignorent complètement, effectivement. À partir du moment où une personne se dit, tiens, je suis peut-être un manipulateur, il y a des chances qu'elle ne le soit pas vraiment, en fait. Parce que le problème principal du manipulateur, le gros symptôme, c'est l'absence d'empathie. Alors c'est vrai que si on... Il y a un tas de gens qui ont écrit là-dessus, j'ai apporté quelques bouquins, il y a un tas de gens qui ont écrit là-dessus, et chaque fois on utilise des comment dire, Isabelle Nazaraga, elle a fait une liste de critères de 30, je crois, elle dit que c'est sur les 30, il y en a je ne sais plus combien, parce qu'il y a longtemps que j'ai lu son bouquin, 14, voilà, ça n'a plus que la moitié, ça veut dire qu'on a affaire à un manipulateur. Ce sont des petites indications, etc. Pourquoi est-ce que je partais là-dessus? C'est quoi la question de savoir s'ils ignorent qu'ils le sont? Oui, mais c'est justement là, la personne qui est dans la manipulation, voilà, j'étais partie sur l'absence d'empathie. Le fait que ces personnes ne soient pas empathiques, elles ne peuvent pas imaginer une seule seconde qu'elles fassent du mal aux autres, quelque part. Puisque le manipulateur, alors vraiment, c'est toujours revenir à l'image du gosse de 4-5 ans. Si vous avez des manipulateurs autour de vous, vous allez voir que ça colle quasiment chaque fois. Le gosse de 4-5 ans, si tu lui dis tu m'as fait mal, il va voir que tu es fâché, mais il va juste voir que tu es fâché. Et ça va l'embêter que tu sois fâché, parce que si tu es fâché, lui sera embêté. Parce que si tu es fâché, il n'aura peut-être pas ce qu'il veut, et que si tu es fâché, tu risques peut-être de l'abandonner. C'est quand même toujours un tout petit peu cette peur-là. Hein. Je parlais tout à l'heure d'instinct archaïque, de garder ses parents comme ça. Et donc, le gosse de cet âge-là, il va être comme ça. Manipulateur, c'est pareil. Et donc, il ne va pas une seule seconde, la plupart, se dire « Tiens, je suis un manipulateur », pas du tout. Il va être très fâché qu'on le lui dise, voire il va se sentir découvert, mais voilà. Et donc, la réponse, c'est, voilà, tu l'as, c'est que non, en général, ils ne le savent pas. Pour détecter un manipulateur aussi, c'est se rendre compte de tous les messages paradoxaux qu'on reçoit. C'est-à-dire, toutes ces situations, si vous avez affaire à quelqu'un qui, chaque fois qu'il vous fait des demandes, vous vous dites « mais non, quoi que je fasse, de toute façon, il n'est pas content », il y a des chances que vous soyez... En tout cas, vous êtes clairement devant quelqu'un qui vous envoie des messages paradoxaux, et ça pourrait être un des signes. Alors, pour faire face, on va imaginer qu'on a affaire, qu'on a détecté le manipulateur, qu'on a à peu près au clair par rapport au fait que la personne devant nous est un manipulateur. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un truc qui empêche le manipulateur d'aller plus loin dans son truc, c'est d'amener ce qu'on appelle le tiers-loi. C'est-à-dire que le manipulateur... Alors, j'ai parlé de certaines petites stratégies communicationnelles aussi. Ce que le manipulateur va faire, que je n'ai pas dit, qui est très important, c'est essayer de... Alors, il vous met dans un tourbillon, d'accord? Il vous met dans l'urgence, hein, beaucoup, hein, ça se retrouve très très souvent. Et aussi, ce que le manipulateur fait, c'est d'isoler la victime. Ça marche très très bien. Et donc, dans une relation amoureuse, ça marche à fond, du tonnerre, surtout au début. C'est que le manipulateur, il va faire en sorte que, sous prétexte de « on s'aime beaucoup, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, machin, 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 on va faire des trucs que nous deux, moi j'ai envie d'être que avec toi, etc. » Alors évidemment, au début, quand on est amoureux, ça marche à fond.
Hein. Et donc, on dit oui, mais c'est normal, maintenant t'es marié, t'as quand même pas t'as quand même pas encore sorti avec tes copines ou avec tes copains le samedi, machin, etc. Et puis, et de temps en temps, ça marche. Souvent, ça marche, parce que évidemment, ça va se faire dans un jeu de séduction, dans un jeu d'attachement. Au début du couple, c'est normal d'être un petit peu fusionnel, etc. Et donc, on va avoir un truc qui va se produire comme ça. Et donc, il va créer l'isolement. Et dès que alors, c'est bien, parce que il crée l'isolement, et puis à un moment, vous allez commencer à vous rendre compte, vous allez prendre un tout petit peu de recul, vous allez parler avec votre copine, avec un pote, avec votre frère, votre mère, votre père, je sais pas quoi, et puis à un moment, il y a des prises de conscience qui vont arriver, et vous allez commencer à sortir un peu du truc, là. Et le manipulateur va dire, ah ben oui, voilà, hein, t'es de nouveau allé voir ta copine Fatima, et ça y est, t'es de nouveau complètement négative, hein, c'est terrible quand même, comme elle a une mauvaise influence sur toi. Et boum. Et si je suis un peu abandonnique, et si j'ai pas beaucoup confiance en moi, ben, je vais me dire, oh oui, mon Dieu, il a raison, c'est vrai, peut-être pas très bonne pour moi. Évidemment, peut-être que ma copine Fatima lui plaît pas, mais bon, après, voilà quoi. Je suis désolée, je dis sur un prénom, ça sort tout seul. Mais voilà. Et donc, et pareil dans l'autre sens, hein, si c'est un homme, etc., etc. Et donc, hein, ton copain Rachid, chaque fois que tu le vois, et tu reviens, et puis t'es changé, puis t'as ceci, t'as cela. Et c'est vrai qu'à un moment, ça crée la confusion, qu'on ne sait plus quoi faire, et que quoi qu'on fasse de toute façon, l'autre il ne sera jamais content, et il va maintenir cet isolement. Et donc, puisque le manipulateur n'est pas content chaque fois qu'on va voir quelqu'un d'extérieur et qu'on commence à... Sauf si c'est quelqu'un de complètement inoffensif. Vous pouvez regarder que dans vos relations, la personne la plus mal dans sa peau qui soit, qui va arriver sous l'emprise de votre manipulateur ou de votre manipulatrice, celui-là ou celle-là, il n'y aura pas de problème. Il va accepter sans aucun problème, parce que la personne elle va être vécue comme inoffensive. Mais n'ayez pas de copain ou de copine ou de relation intelligente quand vous avez affaire à un manipulateur, parce que là, ça va être l'isolement. Le manipulateur, il va aussi donc s'arranger, l'isolement, s'arranger pour que quand il est vraiment, alors pour ceux qui sont assez gradés dans l'histoire, ils vont à des moments y aller fort dans le verbal, mais uniquement quand ils sont sûrs qu'il n'y a pas de témoin. Je viens de lire, je ne sais plus dans quel bouquin, un exemple, c'est le gars qui essaye de faire remettre en question un contrat de travail avec une personne et qui lui arrache son exemplaire de contrat de travail et fait mine de le déchirer. Et puis la dame lui dit, il n'y a pas de problème, elle est déjà dans un stade de contre-manipulation, hein, la personne. Et donc la personne lui dit, il n'y a pas de problème, de toute façon, moi j'ai une copie qui est dans le coffre de mon avocat, donc même si vous déchirez cet exemplaire du contrat, c'est pas grave, j'en ai encore un. Et le gars sourit, lui caresse la tête et lui rend son contrat. Parce que, qu'est-ce qu'elle a fait la personne? Elle lui a mis le tiers devant lui. Il y a quelqu'un, la relation est redevenue triangulaire et donc le manipulateur, il perd son emprise. Et donc, quand on a affaire, ou quand on soupçonne quelqu'un d'être dans la manipulation avec nous, il faut refaire du tiers. Et si chaque fois qu'il y a du tiers, tous les symptômes disparaissent et que chaque fois qu'il y a le face-à-face, les symptômes réapparaissent, il y a beaucoup de chances qu'on soit devant quelqu'un qui nous fait de la manipulation. Alors, rappelez le tiers. Alors, le tiers, donc on est deux dans une relation. Un, deux, tiers, ça vient de trois. C'est la troisième personne, en fait. Et donc, quand on est dans le face-à-face, d'ailleurs, c'est un des principes de la thérapie, par exemple, ou de la médiation, c'est de dire que quand deux personnes n'arrivent pas à s'en sortir, on met un tiers, une troisième personne qui vient quelque part trianguler la relation, hein, qui fait qu'on n'est plus dans le face-à-face, on n'a plus des choses qui montent en escalade, etc. Et donc la personne... Alors quand on a affaire à un manipulateur, le tiers là, c'est le tiers qui empêche le tourbillon de se faire, qui empêche justement que l'isolement se poursuive. Et donc quand ce tiers est un tiers loi, ça veut dire que c'est le tiers qui rappelle la règle aussi. Okay. Quand on va se présenter devant un juge pour régler un conflit, le juge il représente ce tiers loi en fait, c'est celui qui est le garant de la loi, qui vient rappeler les choses, etc. Quand vous avez deux enfants qui se disputent dans une famille et que vous arrivez en tant que parent et que vous dites non, ça suffit, la règle c'est ça, vous représentez entre vos deux enfants aussi le tiers loi. Ça intervient souvent dans la résolution de conflits. Alors,
Donc, trianguler la relation pour essayer voilà, justement de remettre un peu d'air, etc., etc. Et puis, quand on est obligé, parce que ça arrive, de fréquenter des gens, des manipulateurs, et que le manipulateur, on l'a identifié, enfin voilà, ou que de toute façon, après un moment, on attrape de la bouteille, etc., puis on va un petit peu les flairer, ou simplement une personnalité narcissique qui a tendance à être là-dedans. Alors, il faut être stratégique. C'est le seul truc qui marche. C'est-à-dire qu'il faut se débrancher aussi, alors stratégique d'un côté, et de l'autre côté, débrancher tous nos canaux normaux d'empathie. C'est le seul moyen de fonctionner avec un manipulateur. Si vous voulez fonctionner avec un manipulateur, et c'est ce que je fais en thérapie quand je suis des personnes qui sont aux prises avec des manipulateurs, c'est de leur apprendre à, à réagir autrement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est avec un manipulateur, enfin quand on est avec tout le monde, on est branché sur notre empathie habituelle. Et comme souvent les manipulateurs, on y est attaché évidemment, parce que sinon ça serait trop facile, surtout quand c'est dans notre sphère complètement privée, on y est attaché et une partie de nous rêve de le réparer. Parce que quand, par exemple, dans la relation de couple, ce qui unit un homme et une femme, on appelle ça le mythe fondateur du couple, c'est la raison pour laquelle on s'est rencontrés, la raison un petit peu inconsciente pour laquelle on s'est rencontrés. Et souvent, on va se rendre compte que c'est l'inconscient de l'un qui a attiré l'inconscient de l'autre et que quelque part, on a des blessures comme ça qui se ressemblent, etc. On n'en a pas tout à fait... Voilà, on ne sait pas, mais quelque chose nous attire vers cette personne-là. Et souvent, dans le mythe fondateur du couple, quand on a affaire à un manipulateur, il y a une part de nous qui a envie de réparer l'autre. D'accord ? Qui a envie de réparer cette blessure qu'on sent. La blessure, elle est là, je vous le rappelle. Hein. Vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui souffre et qui souffre très fort. Et donc, par exemple, dans un couple, si on veut commencer à fonctionner avec un manipulateur, le seul moyen, c'est de se débrancher de ça. Alors, même si ce n'est pas un manipulateur, c'est déjà souhaitable dans un couple de pouvoir prendre distance avec ce genre de choses, mais ça, c'est un autre travail thérapeutique qu'on fait avec des gens qui sont sur des fonctionnements avec une empathie normale. Mais quand on a affaire à un manipulateur, il faut complètement débrancher ça. Parce que vous avez ça aussi avec les amis, vous avez ça aussi avec le patron, la patronne, etc. C'est que le manipulateur, il est très attachant, en fait. C'est une personnalité hyper sensible, un manipulateur. C'est pas Parce que le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif, on se représente sur le manipulateur comme un monstre. Alors, le manipulateur, il agit d'une façon monstrueuse pour soulager sa blessure. Et donc, il y a quelqu'un qui souffre et qui répond d'une façon monstrueuse. D'accord ? Et donc, le seul moyen de faire, c'est de débrancher ce truc-là, c'est de débrancher son empathie et d'arrêter de vouloir le guérir. À partir de là, il y a moyen de moyenner. Mais le seul moyen de moyenner, c'est d'être stratégique. On a ça parfois avec nos parents, certains parents sont là-dedans, malheureusement, et le seul moyen, c'est de se débrancher de ça. Parce que tant que vous aurez envie de réparer, tant que vous aurez envie de soulager, tant que vous espérez quelque chose de normal, vous allez vous planter, vous allez chaque fois vous remettre dans le même piège relationnel. Et donc, à un moment, il faut essayer de prendre distance, il faut essayer de sortir de ça, il faut travailler sur son estime de soi, sur ses blessures d'abandon, ces trucs-là, il faut se réparer, et encore se réparer, se nourrir à l'extérieur, très important. Hein, c'est d'élargir le champ relationnel et de s'entourer de personnes saines. Et si on est obligé de fréquenter un manipulateur, alors on peut doser aussi. Hein. C'est important de prendre un peu de distance, peut-être se dire, bon, peut-être pas toutes les semaines, peut-être pas tous les jours. Hein, voilà, on va peut-être un peu tout doucement prendre recul et doser, en un mot, hein, doser le rythme des relations. Et apprendre à contre-manipuler. Alors ça, je vais essayer de donner un exemple concret. Peut-être d'abord par rapport au tiers-loi. J'ai été confrontée il y a quelques semaines à quelqu'un qui était un vrai manipulateur. Et puis, on était plusieurs personnes à être en relation avec cette personne dans un cadre associatif, on va dire. Et puis à un moment, nous avons systématiquement échangé tous les mails que cette personne nous envoyait. On s'est mis tous en copie, systématiquement. Et puis nous avons eu une réunion.
Et puis quand la personne était en face de nous, on lui a dit, ben voilà, dans le mail là tu as dit ça machin, dans le mail là tu as dit ça à bidule, dans le mail là tu as dit ça machin. Et le gars qui arrivait pour nous faire un procès à nous, il s'est levé, il est parti. C'est parce qu'il a peur d'être démasqué ou c'est quoi? Il était démasqué, c'est tout. C'est ça la peur du manipulateur. Ah oui? Donc il était démasqué, il est parti. Et il a signé tout ce qu'on lui demandait de signer, il nous a laissé tranquille. Ok? Et jusque-là, il était dans un truc procédurier, en pensant qu'il avait, voilà, qu'il avait l'emprise, etc. Et alors il envoyait des mails à tout le monde, tchac, 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 comme ça. En fait, ils se nourrissent de la peur des autres aussi. Il utilise la peur des autres pour les garder sous emprise. Mais à partir du moment où on reflète ceci en pleine figure, En général, il s'en va. En général, il s'en va. Il donne des démissions parfois très spectaculaires dans certains domaines. Parce que quand vous avez quelqu'un que vous le confrontez, alors il faut vraiment avoir beaucoup de cohérence. Quand on est plusieurs autour d'un manipulateur, il faut énormément de cohérence. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans blablabla, namima, machin, etc. Mais on est juste dans la confrontation à un moment. Attends, ici on a affaire à quelqu'un, je m'en suis pas rendu compte tout de suite non plus. Hein, je me dis, à un moment j'ai quand même eu des feux orange clignotants, etc. Et puis à un moment on se dit, bon, bah, il y a un truc, quoi, c'est pas possible. Et puis on met côte à côte tout ce qui se passe, on se dit, là non, c'est juste pas possible. Mais à un moment ça devenait tellement gros. Parce que le gars, il tapait toujours plus haut, quoi. Ça devenait tellement gros que, voilà, moi j'étais devenue presque shaitana, hein, mais c'était presque écrit comme ça. Bon, je veux bien, je suis certainement pas parfaite, mais quand même, c'était aberrant, quoi. Mais voilà, mais le fait de confronter, le manipulateur, il isole. Et donc, il voulait avoir chaque fois une explication, avec chacun séparément. Non, toi, je veux te voir, toi, je veux te... Et quand je vois tous ensemble, je vais profiter de... Et toi, je te dis ça. Et j'ai un secret avec toi, hein, j'ai un truc, j'ai une botte secrète là contre toi. Et donc, il sous-entendait des trucs. Mais comme nous, à un moment, pendant quelques semaines, entre les deux réunions, on s'est tous tout échangé systématiquement. On est arrivé, on a dit, ben voilà, on est tous tout calme. Et lui, il s'est levé, il est parti. Et voilà. Ça a été... Mais c'est pas toujours facile à faire, hein, parce qu'on est chacun pris par nos propres histoires, etc., etc. Donc voilà, c'est pas évident du tout. Autre chose qui est hyper important aussi, donc, et dans toute cette communication qu'il y a eu par exemple par rapport à ça, c'est qu'avec un manipulateur, il ne faut jamais, jamais, jamais rien justifier, jamais rien expliquer. À partir du moment où vous êtes avec un manipulateur, au niveau professionnel, associatif, familial, n'importe, vous arrêtez de justifier quoi que ce soit. Il faut relire ces réponses, hein, plusieurs fois. Moi, j'ai eu le cas aussi professionnellement il n'y a pas longtemps avec une personne, et puis j'étais prête à lui répondre, non, écoute, je ne saurais pas parce que... Et je dis, n'importe quelle personne normale, je lui aurais dit. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible, point. C'est du factuel et il ne faut surtout pas donner la moindre justification, la moindre explication. Non, c'est juste non, c'est pas possible. Quelqu'un vous demande un service, ah non, ce ne sera pas possible ce jour-là pour moi. Avec quelqu'un de normal, si je te rencontre et que tu me dis, ah samedi, j'aurais bien besoin de toi, etc., je dis, oh non, écoute, samedi, je suis désolée, mais j'ai tel truc ou j'ai tel truc. Ou vraiment non, samedi, il faut absolument que je me repose parce que voilà, je viens de faire du 7 sur 7 pendant 3 semaines. Et puis, non, mais écoute, on va regarder pour un autre moment. Vous allez être dans l'empathie, vous allez me dire, bah, oui, je comprends, hein, vous êtes mon ami, bah oui, je sais bien qu'elle est crevée, elle travaille beaucoup, machin. Manipulateur, non, hein, s'en fout complètement. Hein. Comment tu vas te reposer? Mais moi, j'ai besoin de toi. Hein. Même dans des trucs comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Avec le truc de culpabilité qui va comme ça. Alors, si je suis quelqu'un d'un peu normal, d'un peu sensible, ça va me titiller, quoi. Mais si je sais que j'ai affaire à un manipulateur ou une manipulatrice, ting, je me branche sur un autre truc, quoi. Ah non, samedi, c'est pas possible, j'ai déjà des engagements, point. Et je vais pas entrer, oui? C'est quelqu'un qui va insister, quoi. On va donner une raison, il va te la démonter, ta raison. Il va te la retourner comme une crêpe. C'est très, très fort, les manipulateurs. Oui, non. Et donc, à un moment, il faut vraiment rendre les choses lisses, tout simplement. Il n'y a pas, c'est tout. Et si vous voyez... Ah oui. Et c'est vrai que les manipulateurs, ils ont l'art, hein, et ils vont essayer, et s'ils sentent que c'est non, ils s'en vont, les manipulateurs. Moi, j'ai eu beaucoup de manipulateurs dans ma vie. J'ai une maman qui est manipulatrice. Et puis, j'en ai collectionné quelques-uns, j'étais habituée au schéma, donc forcément. Et puis, les prises de conscience, le travail sur soi, etc.
Et à un moment, je raconte toujours ça aux gens, et c'est vrai, hein, je vous assure que c'est vrai. Quand on réalise qu'on a affaire à des manipulateurs, il y a un moment, on se dit, oh là là, là là, mais qu'est-ce que je vais faire, machin, c'est le truc, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Première étape. Une deuxième étape, on commence à se relever un petit peu. Troisième étape, on commence à en voir partout. Parce qu'effectivement, il y en a. Et on en voit partout. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on commence à les reconnaître. Et l'étape suivante, moi je ne sais pas ce qui se passe, mais j'en vois presque plus. Parce que je me rends compte que les manipulateurs... Je me rends compte que de temps en temps, je suis approchée vers les manipulateurs. Je ne m'en rends pas compte tout de suite, hein, parce que moi, franchement, je vis tranquille. Hein, je suis pas, même si je suis psy, voilà quoi. Je me dis, et puis de temps en temps, j'en ai un qui me pète à la figure, ça c'est clair. Et puis quand je m'en rends compte, poum, ça va très très vite, hein, parce que j'ai un peu d'entraînement maintenant, ça c'est clair. Et donc, à cette étape-là, il y a beaucoup de manipulateurs qui n'insistent absolument pas avec moi. Ils essayent de me diaboliser, ça c'est clair, mais ils n'insistent absolument pas. Pas parce que je suis mieux que les autres, juste parce qu'ils sentent bien que c'est bon, quoi. Et il y en a même qui ne m'approchent pas. Hein. Moi, parfois je me dis, je vois comme ça des cirques dans ces... Parce que évidemment je fréquente beaucoup de gens, je suis beaucoup en relation avec des grands groupes et des trucs comme ça. Parfois j'observe des trucs de loin. Et puis je dis, mais cette personne, elle ne vient pas vers moi. Et je suis sûre et certaine que cette personne, si elle ne vient pas vers moi, c'est qu'elle n'est pas clean par rapport à ça. Mais je suis plus intéressante par rapport à un manipulateur. Je gratte trop, je vais trop au fond des choses, etc. Voilà, mais c'est récent, hein, ça demande quand même tout un travail. Mais en tout cas, ça c'est la dernière étape. C'est des personnes qui se posent, qui ont une vie, je sais pas, c'est des personnes par la suite qui vont avoir une vie familiale, absolument. Se poser, être heureux. Être heureux, ça je sais pas, c'est leur problème. Je veux dire, franchement, c'est moins de mes soucis. Mais si, ce sont des personnes qui arrivent à se poser avec des gens, en général, vous allez voir que les manipulateurs, si vous regardez leur parcours conjugal, on parle pas de manipulateur, manipulatrice aussi, hein, le parcours conjugal, soit ils tombent directement sur quelqu'un qui a vraiment une très basse estime de lui ou d'elle, et ça va durer des années. Et vous allez voir un couple un peu, avec un peu terne, et puis l'autre, voilà, et puis le cirque va durer, ça va perdurer comme ça. S'ils se prennent quelqu'un un peu trop intelligent, en général, ça va foirer au bout d'un moment. Parce que la personne, bah oui, elle va à un moment quand même, voilà, elle va réagir. Enfin, quand je dis intelligent, quelqu'un qui a un peu de ressources. Voilà, plutôt, c'est plus juste de dire ça comme ça. Et quand il y a plusieurs vies conjugales qui se succèdent, vous allez avoir des gens, ils vont prendre quelqu'un de plus en plus... voilà. Ah, ça c'est clair. Pour rester avec quelqu'un qui vous traite comme ça, il ne faut pas s'aimer beaucoup, en fait. J'ai eu une jeune femme comme ça en thérapie qui avait eu affaire à un mari manipulateur. Et puis alors, elle me disait, mais purée, il s'est remarié avec une fille, mais c'est une pauvre fille, quoi. Elle avait mal au cœur, elle avait envie de la sauver. Je lui dis, écoute, ouais, ben forcément, il y a des chances. Alors elle me disait, mais c'est pas possible, parfois j'arrive, il lui a tapé dessus, j'ai presque envie d'aller la défendre. Et je dis, oui, ben qu'est-ce que je fasse? Enfin, tu peux rien faire, et si ça marche, c'est précisément parce qu'elle est comme ça. Et avec celle-là, il y a des chances que ça dure. Effectivement. Comment? C'est des personnes qui sont amoureuses, qui aiment, qui ont des sentiments. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour, ça a à voir avec l'attachement. C'est plus l'attachement. L'attachement et l'amour, c'est des choses qui sont liées, mais qui sont un peu différentes. Donc il n'y a pas d'amour dans ces histoires. Mais il y a une forme d'attachement quand même. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'attachement, pour moi, c'est... L'attachement, c'est d'être, je sais pas, c'est l'habitude. Non. Tant qu'il a le pouvoir, il reste. S'il n'a plus le pouvoir, il va partir. Oui, ça, c'est comme ça que le manipulateur s'attache, par l'emprise sur l'autre. Non, il donne d'amour, c'est l'ennemi, quoi, je sais pas. Il tombe amoureux, ce qui tombe amoureux, voilà, ce qui tombe amoureux, Est-ce que le manipulateur tombe amoureux? Oui, je pense. Je pense que le manipulateur tombe amoureux. Ah oui, quand il voit la victime idéale, il tombe super amoureux. Tu rigoles, quoi. Dans ce sens. Ah oui, dans ce sens, c'est vrai. Évidemment, puisqu'elle va correspondre à tous les critères. Et puis, il va la mettre sous emprise, etc. Et donc, c'est une forme, bien sûr, d'amour. Il manque l'empathie et l'altruisme là-dedans. L'altruisme, c'est le souci gratuit de l'autre. C'est le plaisir de donner gratuitement. Comment est-ce qu'il disait, un gars dans son bouquin qui disait ça, Moussa Nabati.
Il disait la gratuité du désir ou un truc comme ça. C'était très joliment formulé, je trouvais. Oui. Donc, le manipulateur ou la manipulatrice ne peut exister que par la faiblesse de l'autre. Oui, c'est une bonne façon de le dire. Il ne peut exister que par la faiblesse de l'autre. La faiblesse, j'aime pas le mot faiblesse. Que par la faille peut-être de l'autre. La fragilité ou la blessure de l'autre. En fait, le manipulateur, il vient s'accrocher à un truc qui est blessé chez l'autre, tout simplement. On appelle ça aussi parfois des vampires affectifs, là. Ce sont des sangsues. Mais là, ils ne savent s'accrocher que parce que quelque part, il y a une part de l'autre qui est blessée. Si tout va bien, que tu t'aimes bien et tout, et que tu as une bonne estime de toi, le manipulateur, il passera son chemin. Hein. Donc il ne va jamais se mettre avec la personne, que ce soit en tant qu'amicalement. Il sera pas intéressé. Il ne sera pas intéressé. J'ai une personne que je suis en thérapie, un jeune homme. J'ai vu la question des règles. Excuse-moi, je l'avais oublié, mais je reviens dans une seconde. J'ai une personne en thérapie comme ça, qui a une maman un peu... je pense qu'elle est manipulatrice, sa maman. Et il avait une amitié de 20 ans à peu près, avec un gars. Et puis on a fait tout un travail. C'est quelqu'un qui était venu me voir il y a 5-6 ans, puis qui est resté quelques années sans venir me voir, et puis qui est revenu. Tout un travail sur lui, très difficile de se poser au niveau amoureux, etc. Et puis un jour, il se passe un clash de nouveau dans sa vie amoureuse. Et puis c'est son ami de 20 ans qui quelque part lui pique sa copine. Alors on n'est pas dans un cadre musulman, mais peu importe, hein, je veux dire, c'est exactement la même chose, hein, même quand il y a des mariages, hein, je veux dire, à moi, on vient me raconter les choses qu'on ne raconte pas aux autres. Mais en tout cas, celui-là, c'est comme ça. Et puis le gars finit par se rendre compte que son ami est un manipulateur et qu'en fait, depuis leur enfance, le gars le manipule, le rend témoin de toutes ses conquêtes amoureuses, de tout ce qu'il lui raconte, etc., etc. Et à un moment, il y a vraiment eu une prise de conscience comme ça, et ça a été extrêmement douloureux pour ce garçon-là, mais je pense qu'il était habitué parce que sa maman était là-dedans, son meilleur ami était là-dedans, et puis lui, il a commencé à sortir des choses parce qu'il a commencé à faire un travail sur lui. Et donc c'était quelqu'un qui avait des angoisses, et donc quand il était angoissé, il restait accroché à sa mère, il restait accroché à son copain, il était un truc comme ça. Et comme par hasard, quand on a commencé à soigner l'angoisse, boum, manipulateur, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a un truc qui ne va pas dans cette relation-là. Et donc, il s'est rendu compte que finalement, il n'était que le faire-valoir de l'autre, et que tout le temps, l'autre lui téléphonait quand il avait besoin de lui, quand il partait en vacances avec lui, il faisait plein de trucs comme ça. Et au bout du compte, quand il était jusqu'à lui prendre sa copine, alors là, il s'est dit, il y a peut-être un couac, quoi. Évidemment qu'il y avait un couac, tu rigoles. Et cette fameuse copine qui était une personne qui avait une grosse blessure, qui était une personne qui était immigrée, qui venait de Roumanie, enfin voilà, et donc avait aussi un manque d'estime d'elle-même, etc., etc. Et donc voilà, il y a vraiment un truc. L'autre, il a trouvé la proie et il ne s'est pas gêné. Et alors, ce qui était fabuleux, c'est que le manipulateur, l'ami manipulateur, lui disait: mais c'est ta lecture des choses, tu es vraiment ridicule, notre amitié aurait pu continuer, je vois vraiment pas pourquoi on n'est plus amis, quoi. T'es vraiment complètement malade, hein, mon vieux, tu vas très mal, hein. Comme ça, hein, le gars. Et sans se démonter une seule seconde, hein. Et le gars se rendait compte qu'avant de faire ce travail sur lui, ça aurait marché à la limite, elle aurait dit, je sais pas, tu veux le mode d'emploi avec, quoi, presque. C'est un truc de malade. Et il était mais vraiment dans l'inconscience complète de tout ce qui se passait. Et puis il commence tout doucement à mettre ses limites, ses marques, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pas... Comment ? Ouais, c'est clair. Alors, il y avait quelqu'un là-bas qui voulait poser une question depuis tout à l'heure. Tu as répondu, Ah, c'est bon, là, je n'ai pas mes lunettes, oui. Non, je vois que c'est toi, c'est bon, c'est moi. je t'ai reconnu. Je n'ai pas mes lunettes, je vais les remettre. Oui. Tu as un peu répondu à la question. En fait, je me demandais s'il rentre dans un certain système
Ouais. Mais quand toi tu sors de ton système, ils sortent automatiquement ou tu faut les éjecter C'est une très bonne question, très pratique. C'est digne d'une femme, ça c'est bien. On pense à tout à nous les femmes. Ça dépend. La plupart des manipulateurs ne se laissent pas éjecter. La plupart des manipulateurs, il faut les extraire, c'est comme des sangsues. Une fois que le manipulateur s'est installé, et surtout dans ta vie privée, si l'exemple que je donnais tout à l'heure du manipulateur qui s'en va tout seul, il n'était pas dans la vie privée. Nous étions dans un autre type de relation. D'accord? Et donc, forcément, il y a un moment, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas eu d'autre choix que de partir en claquant la porte. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans la vie privée, ton manipulateur, c'est quelqu'un qui est angoissé. Il a peur. Et donc, il ne veut pas changer. Il veut garder ses doudous. Alors, le seul moyen de se débarrasser intelligemment d'un manipulateur, c'est de donner un autre doudou. C'est très immoral ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité stratégique. Après, vous traduisez comme vous voulez en fait concret. Donc, les manipulateurs qui s'en vont, clairement, c'est que l'autre. Il ne part pas tout seul, le manipulateur. Sérieusement. ils en font malade. Pardon. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Le manipulateur, tant qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui le rassure autant, si tu es le doudou d'un manipulateur et qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui le rassure autant que toi, il reviendra tout le temps à toi. Oui, mais si la personne change, elle est plus fragile. Quelle personne? Oui. La victime. Oui, la victime. Si elle évolue, si elle évolue, elle est plus forte. Oui. C'est une façon de parler. Non, je comprends bien ta question. Non, stratégiquement, ça serait l'idéal hein, que le. Oui, on est d'accord qu'il ne faut pas le refiler à ta soeur ou à ton frère. Hein. Quand c'est quelqu'un de la famille, c'est très compliqué. C'est très difficile parce que tu ne peux pas déjecter la famille. Quand tu es marié, tu peux divorcer. Mais quand c'est quelqu'un de ta famille... Alors, quand c'est la mère avec la fille, il faut se protéger. Il faut apprendre à se construire des boucliers. Il n'y a que ça à faire. Parce que, quand je parlais tout à l'heure, je pense que c'est le cas le plus difficile quand on a un parent qui est manipulateur. Parce que le parent manipulateur, il n'arrêtera jamais. Donc il mourra manipulateur. Il y a 99 chances sur 100. Écoute. Même si la victime change. Ah non, ça ne sert à rien. Tu vas juste augmenter la dose de colère du parent. Et donc le seul truc qu'il faut faire, quand je parlais d'être stratégique, il faut être stratégique. Vraiment, il faut être stratégique, se protéger, apprendre à contre-manipuler. Peut-être, quand je parlais de trouver d'autres doudous, oui, peut-être d'essayer de partager la charge, si on peut. Oui, c'est très dur. Oui, ça va résister très fort. Ça, c'est une loi systémique. Tu essaies de changer quelque chose dans un système, ça grince, ça crie, c'est clair et net. Et donc, c'est sûr et certain que de trouver la paix, pour faire avec un parent manipulateur, il faut définitivement renoncer à toute gratification de la part du parent. Si tu as déjà accepté ça, c'est bon. Il faut que tu acceptes de devenir le mauvais enfant. C'est tout. Physiquement, c'est intéressant de doser. Tout à l'heure, je te parlais de dosage. Il faut doser. Il faut le faire, par exemple, on ne rompt pas les relations parentales, sauf dans des cas très graves, mais on essaye au maximum de les préserver. Maintenant, maintenir les relations parentales, c'est aussi parfois garder la porte ouverte. Hein, parce que vous avez des parents qui vont très très loin. Moi, j'ai une jeune femme que j'ai suivie pour des questions au départ d'abus sexuels perpétrés par quelqu'un en dehors de la famille proche, mais qui avait un papa qui était dans ce schéma-là. Elle m'a épatée, cette dame-là, parce que elle a dit, tiens, finalement, si je suis mal, c'est pas que parce que j'ai vécu ce gros trauma. Effectivement, il y avait un climat familial, mais absolument
horrible, avec un père qui était un manipulateur incroyable, qui partait au bled, qui revenait, et quand il revenait, tout le monde devait marcher au pas, il partait parfois pendant des jours, il parlait plus à personne, enfin, il était dans un truc, et il faisait régner comme ça un climat de violence, etc. dans la famille. Il a fini par vraiment quitter la maman, apparemment, mais sans jamais divorcer, parce que ça, non, ça c'est trop beau, hein, sans jamais divorcer, en gardant toute cette emprise comme ça. Et un des fils avait l'air d'avoir épousé un peu ce schéma-là aussi. Et un jour, on avait, je sais pas, un an de thérapie à peu près derrière elle. Et puis un jour, elle me raconte que dans une réunion de famille, donc elle était avec son frère, ce fameux frère-là, qui a dit oui, mais quand même, en islam, il faut garder les relations de famille. C'est interdit hein, en islam de rompre les relations de famille comme ça. Et alors, bon, évidemment, on avait bien travaillé tout ça. Et alors, elle a regardé son frère, elle lui a dit... Comme je plains papa, qu'est-ce qu'il va avoir comme compte à rendre là-haut quand il y sera? Elle avait tout compris, elle avait très bien répondu. C'est pas elle qui rompait les relations de famille, parce qu'il y avait un chantage permanent. Si tu fais ça, si tu es trop gentil avec ta mère... Alors, ils allaient rendre visite au père, par exemple, quand il logeait ailleurs, quand il était dans ces périodes où il n'habitait pas avec la famille, et le père n'ouvrait pas la porte. Et donc, c'est de maintenir l'autre dans un état de dépendance, c'est qu'il n'ouvrait pas la porte, donc il venait, et il devait venir je ne sais pas combien de fois, supporter que le père les envoie balader, etc. Et donc ça revenait, jusqu'au moment où elle a dit « maintenant ça suffit. Maintenant je me respecte, et mon père, je veux le voir, et je garde la relation, c'est-à-dire que la porte est ouverte s'il me rencontre, moi je ne vais pas je vais pas continuer à faire ça parce que c'est toxique pour moi. » Et donc, à un moment, quand le frère lui a un petit peu fait la morale de cette façon aussi, très manipulatrice et détournée, hein, c'est quand on vient lire des trucs comme ça, c'est pas très bienveillant, c'est pas tu sais, tu t'égares, fais attention, tu n'iras pas au paradis, c'est vraiment... Et donc, elle a répondu super bien, quoi. Je me dis, tiens, elle va beaucoup mieux cette petite dame-là, parce qu'effectivement, elle a retourné comme une crêpe l'argument, quoi. Parce qu'on est quand même deux dans une relation. Y compris les parents, malgré tout le respect qu'on leur doit, etc., etc. Il n'est pas question, Dieu nous dit aussi que nos parents, quand ils veulent nous faire quelque chose qui est interdit, on ne doit pas les suivre. Et est-ce que Dieu nous demande de nous détruire? Je ne pense pas. Et donc c'est vrai, quand on est dans une relation, c'est très fin hein, comme analyse de se dire à un moment, ok, je respecte ma religion, je vais la respecter vraiment de façon complète. Et partant de là, si vous ne fermez pas la porte et si vous dosez, et si à un moment vous allez de façon homéopathique, presque garder ce lien qui est là, puis il y a l'enfant en nous, hein, on ne cessera jamais d'aimer nos parents, ou d'y être attaché en tout cas, parce que c'est quelque chose, c'est un lien qu'on ne sait pas couper, c'est pas possible. De toute façon, c'est presque viscéral, en tout cas le lien à nos parents. Donc voilà, mais on peut le gérer, on peut apprendre effectivement à... Oui? Une question en fait, par rapport au tout début de ce que vous avez expliqué, au fait qu'aux alentours de 4-5 ans, l'enfant, s'il n'a pas cet environnement, on va dire, cet attachement sécure avec les parents et un environnement pour grandir, on va dire, normalement, est-ce qu'automatiquement il devient un pervers narcissique? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Il y a des bons traumatisés qui sont des gens tout à fait qui ne développent pas ça. Non, on est là avec des blessures à guérir, bien sûr, et on n'est pas tous tordus. Non, on est juste blessés parfois, effectivement. Une autre question, en fait, parce que tout à l'heure on parle des manipulateurs, des pervers narcissiques, enfin, vous les appelez comme vous voulez. J'ai l'impression, en fait, depuis tout à l'heure, que c'est des gens inguérissables, presque. Oui, oui, absolument, bien sûr. Alors, il y a un débat, parce que j'ai mon ami Fahim qui est là et qui est thérapeute aussi. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et lui, il pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, après, je pense que ça se discute. Mais pour prendre en charge des manipulateurs, il y a intérêt à avoir des psys qui ont une façon très particulière de travailler. Je ne dis pas, Fahim travaille de façon que je trouve admirable, etc. Mais il faut pouvoir avoir ce côté très cadrant. D'abord, il faut qu'il y ait une demande. Hein. C'est très rare. D'abord, il faut qu'il sache comme il ne le sait pas, parce que généralement, il dit Alors, fou, il dit que je suis jamais fou. certains manipulateurs... Non, moi j'ai... Oui.
Les gens ne viennent pas avec ça comme demande. Le manipulateur, quand il vient en consultation, il vient avec une souffrance. Et souvent, la souffrance, c'est j'ai perdu mon doudou. Et je souffre très fort. Je regarde du coin d'œil pour voir s'il approuve ce que je dis. Et donc, moi, de temps en temps, j'ai des manipulateurs qui ont forcé la porte de mon cabinet parce que j'avais leur doudou en thérapie. Et donc, ils m'ont téléphoné, ils ont pris rendez-vous. Mais sans dire qu'ils étaient l'ex-propriétaire du doudou qui essayait de se faire la malle. J'ai 2-3 cas comme ça, c'était assez cocasse. Il n'y a absolument pas de volonté de travailler, hein, souvent. Je les ai en couple de temps en temps aussi. Ils viennent voir si je ne suis pas trop dangereuse. Si je ne suis pas... Attends, c'est clair. Moi, je les accueille très gentiment. C'est très intéressant d'avoir le manipulateur en consultation parce que je me rends compte alors à qui j'ai affaire aussi. Et je peux aider la personne, mais souvent, ils vont finir par me détester. Mais c'est pas grave, je peux vivre avec ça. C'est des personnes aussi qui sont beaucoup dans qui se victimisent beaucoup dès qu'il se passe un truc ou qui Bien sûr. sont à deux doigts d'être découverts, qui vont dire oui, mais je souffre, mais ici. Tout à fait, et c'est vrai qu'ils souffrent. Et vous remontez contre la personne qui est fragile. Comment? Et vous remontez Ah oui, ça vient. Mais ça, c'est tout l'isolement, hein. Ah oui, si je veux mon doudou en exclusivité, forcément, il faut que tout le monde, que personne d'autre que moi ne le veuille. Et donc, si mon doudou est un bon doudou, qui a une estime de lui bien faible, etc., donc je vais créer l'isolement autour de mon doudou, et puis, je vais dire, tu vois, il n'y a que moi qui veux de toi. Je suis quand même une bonne personne, tu as de la chance, hein, parce que, franchement, et tous les noms d'oiseaux... Comment? Mmh. Ouh. Pourquoi le manipulateur change? Ça ne change pas, le manipulateur. Ça va changer. Je dis peut-être parce que sinon je vais me faire attraper à la sortie par mon ami Fahim. Mais c'est un débat, mais franchement, je pense que ce qui est possible, c'est que en psychologie, donc les psychanalystes parlent de la partie saine de la personne, qu'une personne n'est rarement, les seuls qui sont complètement perdus, apparemment, ce seraient les psychopathes, personnages comme Dutroux. Donc lui, c'est fini. Il est mort, le gars, psychologiquement. Il n'a absolument pas une once d'empathie ni rien. Si vous lisez le bouquin de Sabine Dardenne, vous avez tout compris. C'est le summum du truc, hein, le gars. Donc voilà, il n'y a plus rien. Ça, apparemment, c'est des personnes pour lesquelles on ne sait plus rien faire. Et quand vous regardez, même au niveau des écrits, etc., psychopathe, c'est bon, c'est classé. Toutes les autres personnes qui sont atteintes de troubles psychologiques, on parle de la partie saine qui reste. Et quand on essaie de travailler avec ces gens-là, on essaie de travailler depuis la partie saine de la personne. Et donc, si vous avez un thérapeute qui a cette particularité de pouvoir mettre un cadre bien tac-tac comme ça autour de la personne et qui a une certaine demande aussi, la demande souvent c'est d'apaiser la souffrance. C'est pas je suis un sale manipulateur et je veux changer, je veux m'amender, j'ai tout compris, c'est jamais ça. Hein. C'est je souffre, aidez-moi, je souffre. Et qu'on se rend compte qu'on a affaire à une personnalité comme ça. D'abord, au niveau thérapeutique, il faut mettre un cadre en béton autour de ces gens-là, ça c'est clair. Et puis, chercher après cette partie saine. Et là, peut-être qu'il y a moyen de tricoter un petit truc, il y a peut-être moyen de faire fleurir quelque chose, mais pas guérir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Parce que c'est un petit peu comme une structure de personnalité qui s'est construite de façon... tordu, quoi, il n'y a rien à faire, il y a un truc à un moment qui n'a pas poussé droit, donc on peut mettre des tuteurs, on peut essayer plus ou moins, mais vous ne restaurez probablement jamais une réelle empathie. On peut arriver à, quand on a un couple où un des deux est comme ça et que le couple veut vraiment rester ensemble, parce que des gens qui ont ces demandes-là, c'est qu'un prenne suffisamment conscience des choses et puisse contre-manipuler, se protéger, construire de bons boucliers pour faire face à l'autre, etc., et que l'autre, quelque part, accepte certaines transactions pour garder le doudou. On marchande, hein.
On n'est pas dans la guérison marchande. Et on peut réussir à des marchandages qui tiennent en couple. Hein. Après, parent-enfant, c'est un peu... parce que le parent qui est là-dedans, il en a toute puissance. Hein. Et le parent musulman, il se sert de la religion en disant « j'ai toute la puissance hein, et j'ai raison ». Il oublie juste qu'au départ, sur la ligne du temps, c'était d'abord lui qui devait étayer son enfant. Peut-être juste oublier une petite étape qui est assez importante quand même, mais bon, voilà, c'est parfois comme ça. Attends, parce que juste là. Quand un parent est manipulateur, forcément, il a plusieurs bouts. Parfois. On se retire, il en a d'autres, mais la relation est toujours toxique. Parce qu'il y a les frères et sœurs qui sont manipulés. Ça, oui. Forcément, même si on se retire physiquement, il y a les frères et sœurs et c'est toujours aussi toxique. Oui, bien sûr. Et une deuxième chose, c'est que le manipulateur est un malade. Parce que c'est un malade. Oui. Il ne se soigne pas. Mais c'est un trouble de la personnalité. D'accord ? Donc oui, on peut considérer que c'est être malade, mais en même temps, c'est là, c'est comme ça. Ça donne un fonctionnement particulier, mais c'est pas vraiment une maladie qui a un début, une fin, qui se guérit, c'est un trouble. C'est vraiment structurel dans la personnalité d'être comme ça. Alors, pour répondre à la question par rapport à la famille, oui, quand il y a plusieurs enfants, les relations ne sont pas les mêmes avec chaque enfant, dans aucune famille d'ailleurs. Vous êtes une personne unique, chaque enfant est unique, et chaque relation parent-enfant est unique, même s'il y a 15 enfants. Oui, mais on va remarquer que parmi les enfants, l'emprise est plus forte avec certains qu'avec d'autres. Hein. Et que c'est souvent l'enfant le plus fragile qui va casquer le plus. Et donc, le parent va pester parce que le doudou est parti, les autres vont pas se laisser faire, et donc il faut que le doudou revienne. Hein. Parce que, voilà, c'est des lois systémiques. Hein. Quand vous êtes dans un groupe d'humains, il y a une certaine homéostasie, donc le système qui ne veut pas bouger. Et donc, si vous enlevez un élément du système, il faut qu'il y en ait un autre qui vienne et qui prenne la même fonction. Et si ce n'est pas possible, il ira rechercher le doudou. Hein. Ça, c'est clair. Il fera tout pour rechercher le doudou. Tu voulais poser ? Ils ont quelque chose de bon, si j'ai quelque chose de... Je sais pas. Mais oui, à part tout ça, ce qu'ils sont, il y a quelque chose de bon chez eux. Ah, que Dieu nous aide. Ils sont partis, je sais pas. Moi, je vais répondre depuis ma position d'humaine, musulmane aussi, mais je pense en tant qu'humaine, même avant de me convertir, je pense que j'étais quand même déjà dans des choses comme ça. J'ai en face de moi, quand j'ai un manipulateur, une manipulatrice en face de moi, une personne qui est un humain, très abîmé, tellement abîmé qu'il n'est plus tout à fait capable d'être humain comme il devrait, on va dire comme ça. Et donc, je vais agir avec la personne comme quelqu'un qui pourrait me filer une grave maladie. Je vais le soigner, je vais être là. Voilà, on fait le bon geste, mais comme ça. Je vais mettre un masque, je vais me bouclier, je vais me protéger, mais je vais pas me rendre malade. Donc ils n'ont rien de bien, il n'y a rien qui peut plus les... Rien de bien. Si, vous avez des gens... Au niveau relationnel, ce sont des gens qui ont... On parlait de maladie, c'est pas maladie, c'est handicap. Voilà, le bon mot c'est ça. Évidemment. Vous allez trouver des manipulateurs, un grand taux de manipulateurs dans les hiérarchies, dans le monde... Hitler, est-ce qu'Hitler était un pervers narcissique? Peut-être, oui. Ouais. Je sais pas, je me suis même jamais posé la question. Tiens, je réfléchis tout. Hein. Il était complètement tordu, mais ça c'est clair. Oui, peut-être, sans doute, oui. Donc, on ne peut pas dire que tout criminel est un manipulateur. Non. Mais tout manipulateur peut devenir un criminel. Non plus. On va dire
Non, ça dépend du degré dans lequel il est, parce qu'il y a toujours des gradations. Je ne sais plus qui a fait des gradations à la manipulateur, une espèce d'échelle comme ça, en disant, enfin les narcissiques, en disant est-ce qu'un petit peu, beaucoup, etc. Et effectivement, il y a des personnes qui ont peut-être encore un soupçon de quelque chose, qui ne sont pas des manipulateurs de haut vol, etc. Mais on va trouver beaucoup de manipulateurs dans les postes où on peut prendre du pouvoir, en fait. Il y en a chez les psys, pas mal. Dans le monde, ben oui, je vous le dis, il y en a dans le monde social, pas mal. Parce que dans le social, on ne sait pas briller au niveau argent. Donc dans le monde social, les salaires sont payés en général selon des barèmes. C'est pas comme dans le secteur marchand où on peut aller négocier son truc, etc., avoir bagnole de société, nanana. Et donc dans le social, ce qui va attirer les gens, c'est le pouvoir. Et donc je pense qu'il y a plus de manipulateurs dans les postes à responsabilité dans le monde social parce qu'on peut avoir du pouvoir. Et que puisqu'on ne peut pas avoir d'argent, on ne peut pas gagner bien sa vie, donc on va peut-être trouver des satisfactions dans l'exercice du pouvoir. Donc on a peut-être plus de manipulateurs là-dedans. Il y a aussi des personnes plus fragiles dans le social aussi. Les gens qui font du social, ça peut pas être fragile. Oui, il y a parfois beaucoup de violence institutionnelle, hein, du coup, ouais, c'est clair. Oui. Oui, enfin, moi je t'entends. Comment on peut préserver des enfants après un divorce avec un manipulateur? Aïe, aïe. Alors, je pense qu'il faut essayer il faut attendre que ça vienne peut-être, et vous allez avoir des enfants qui vont être régulièrement déçus par le parent, qui vont revenir, puis vous allez voir les manipulations qui se font. Et je pense que tout doucement, il faut expliquer à l'enfant que, si c'est le papa, que papa est comme ça. Et que papa, on peut en attendre ça, mais pas ça. Et puis, il faut tout doucement lui apprendre des techniques de protection, surtout. Et puis, quand il sera plus grand, effectivement, des techniques de contre-manipulation. Mais à un moment, la relation, ça va être chaud, quoi. C'est clair, parce que vous avez l'adolescence va arriver, l'âge adulte, etc. Et puis, il faut être bienveillant avec ses enfants et les accompagner dans la déception, dans les crises de colère, etc. Et certainement pas leur dire « c'est ton père, tu dois le respecter », enfin des trucs comme ça. Non, c'est de dire « ok, c'est ton père, tu le respectes ». Parce qu'il ne faut jamais accepter que le gosse devienne grossier, pas respectueux, etc. Ça, je pense que c'est indispensable. On ne répond pas à la manipulation par la violence, par le manque de respect à personne, ni à ses parents, ni aux grands-parents, ni quoi que ce soit. Mais à un moment, on peut dire « ok, il est comme ça, tu lui parles poliment, et s'il essaie de te mettre dans un truc, tu apprends à te défendre. » Et puis peut-être accepter les périodes où l'enfant ne veut pas y aller aussi. Parce que ça aussi, après, si tant est que ce soit possible au niveau judiciaire, etc., voilà. Mais c'est vrai qu'un parent manipulateur, le mouillé, tout le monde a fait la même chose. Oui ? J'ai une question. Pour un parent qui est manipulateur, à partir du moment où il perd tous ses boulots, les boulots ne reviennent plus. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau psychologique, émotionnel Pour la personne ? pour le manipulateur, pour le parent manipulateur? C'est quelqu'un qui va être très malheureux, qui va se sentir très seul, qui va chercher des moyens de se rassurer. C'est quelqu'un qui peut sombrer. En général, ce qu'il faut essayer de faire, c'est comment dire, d'en faire suffisamment pour ne pas qu'il sombre et pas de trop pour pas se faire bouffer. Mais il y a des manipulateurs qui finissent tout seuls, oui. Ta crainte, c'est quoi? C'est qu'il y ait un risque de suicide ou des choses comme ça, c'est ça? Non, c'est vraiment savoir l'état psychologique de la personne à ce moment-là, et savoir si elle pourrait sombrer en dépression. Oui. Voilà, c'est... Oui, oui. Il peut se suicider. savoir Oui. si on essaye de lui faire comprendre que c'est un manipulateur, quand il y a eu des soucis, on va se trouver face à une personne qui va se plaquer. Oui, il ne faut pas essayer de faire comprendre un manipulateur. Le manipulateur, il faut le mettre face à la loi, il faut le mettre face à la limite. De la même façon que je parlais du cadre thérapeutique, quand un thérapeute travaille avec ce genre de personnes,
Vous avez bien compris que pas moi, parce que c'est pas ma tasse de thé, mais bon, voilà. Mais quand un thérapeute travaille avec des personnes comme ça, on pose un cadre très clair. On a une pathologie qui ressemble un peu à ça, qui est les personnalités narcissiques sont considérées comme des états limites, et on a les borderline qui sont un peu dans le même schéma. Et on dit que pour les prendre en charge, il faut vraiment être un mur chaud, mais un mur. Non, mais tu vois, quand on est en relation avec eux, puisque au niveau thérapeutique, c'est ça qu'on fait, c'est d'être un mur chaud, d'être dans le soutien, mais sans se faire bouffer, etc. Enfin, vraiment, ça demande une vigilance de tous les instants, en fait, d'être en relation avec des gens comme ça. Donc, ce qu'on peut faire au niveau familial, c'est être aussi un mur chaud. Mais c'est de dire stop. En fait, notre erreur avec les gens qui ont des troubles comme ça, c'est de vouloir les guérir et les faire changer. En fait, ce qu'il faut, c'est juste être là et se préserver, point, c'est tout. Et arrêtez d'espérer qu'ils vont être satisfaits, ils vont tout le temps râler, ils vont tout le temps vous dire c'est pas assez, ils vont tout le temps essayer de vous rebouffer, de vous rephagocyter, en fait. Phagocyter, c'est ce que les bactéries elles font, hein, elles absorbent le truc, là, elles le digèrent. Le manipulateur digère les gens. Donc si tu veux pas être digéré, tu dois vraiment mettre la limite. Et c'est pas faire prendre, c'est parce qu'on a l'espoir que c'est comme nous. On a un truc, je sais pas, on a un défaut, je sais pas quoi, on se rend pas compte, et puis tout à coup on a des prises de conscience. Et puis on rêve que le manipulateur, à son tour, il ait une prise de conscience. Ce serait tellement formidable, puisque nous on a eu plein de prises de conscience au cours de notre vie, on s'est transformé, on a fait une thérapie, on a fait, je sais pas, une formation, un machin, un truc, on se dit tout le monde peut faire ça. Ouais, sauf eux. Voilà. Donc, t'espères pas ça, mais tu t'inspires de ce qu'on conseille en psychothérapie, c'est le mur chaud, et tu deviens un mur chaud pour cette personne, c'est-à-dire que tu es là, mais tu places la limite. Et de pouvoir dire à un parent manipulateur, je viendrai de telle heure à telle heure et pas un moment de plus, et tel jour, parce que ça m'arrange, c'est comme ça. Le moment où il y a plus de doudou, t'as pas le choix, hein. Il va dire que oui. Et quand tu partiras, il va râler, il va te culpabiliser. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain. Mais toi, tu peux te dire, j'ai fait mon boulot. Et il peut y avoir effectivement chantage au suicide. Il y en a qui le font, hein, parfois. Rare, hein, quand même. Mais ça peut aller jusque-là. Oui? J'ai encore une question. Je t'en prie. Par rapport aux enfants, comment Oui. on peut éduquer des manipulateurs? Tu dis que la blessure, c'est entre 4 et 5 ans, c'est ça? Non, la blessure, elle est dans la petite enfance. Et le stade, souvent, c'est un stade vers 4, qui correspond au stade psychoaffectif de 4-5 ans. La blessure, alors c'est où qu'il faut soigner? C'est dans l'estime, dans le... C'est de la prévention, Mouna. Donc, alors la prévention, c'est quoi? C'est d'aimer bien ses enfants. Quand on a un enfant, qu'est-ce qui se passe? Comment? De façon saine. Oui, l'enfant, on le rêve, d'accord? L'enfant, il a besoin qu'on le rêve. Et quand il arrive, il devient un être réel. Et puis tu dois faire le deuil de l'enfant idéal dont tu as rêvé, puis faire une rencontre avec cet être qui t'est confié, etc., etc. Tu le considères comme un humain, tu lui donnes ce que tu peux, tu fais des erreurs, bien sûr. Heureusement que tu fais des erreurs, parce que sinon tu vas en faire quelqu'un qui ne se développera jamais, parce que tu es son guide sur terre, quelque part, l'enfant. Si c'est comme ça, je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Enfin, je ne pense pas que tu vas tu vas pas éduquer quelqu'un qui risque de devenir un manipulateur ou un pervers narcissique. À partir du moment où tu le considères comme un être humain, que tu as une relation sujet-sujet dans le respect avec lui, etc., que tu lui permets de se développer, il n'y a aucune raison qu'il devienne un manipulateur. Et même s'il vit un gros trauma, il n'y a pas forcément de raison qu'il devienne un manipulateur. Ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on parle de troubles des organisateurs précoces, on est vraiment, en général, avec un milieu qui est extrêmement toxique par lui-même, hein. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des parents eux-mêmes manipulateurs, on va avoir des parents... on va avoir peut-être... Comment ? On va avoir des parents maltraitants, merci. On va avoir des parents incestueux aussi.
Et c'est comme ça que des personnalités, que des gens se construisent de façon tordue. Heureusement, c'est une toute petite... Je l'explique dans Blessure de l'âme. Hein, voilà. Autant chez les personnes auteurs de violence, on a presque du 100% qui ont subi, autant dans ceux qui ont subi, on évalue ça à entre 5 et 10%, les personnes qui elles-mêmes vont devenir, et pas forcément des manipulateurs, et pas forcément ça. Donc la prévention, c'est une éducation humaniste avec nos enfants, c'est tout. Ce sont des humains, on en fait des humains et on les guide, et c'est, voilà, en leur mettant des limites, bien sûr, parce que ça aussi, hein, le fait de ne pas mettre de limites du tout, ça rend l'humain sauvage, en fait. Donc, si vous voulez, il faut éduquer un enfant, c'est tout. Les enfants rois, c'est mal barré. Ça, c'est clair. C'est très mal barré. Parce que la société d'aujourd'hui, presque, elle crée des enfants. Non, c'est pas la société. Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas la société qui rend les enfants rois, c'est les parents. Et ça, c'est qui culpabilisent, qui font tout qui sont faibles. Il y a quand même certaines écoles où, en première maternelle, vous avez la police qui vient donner cours aux enfants en leur expliquant leurs droits et pas leurs devoirs. Vous avez quand même des enfants de 3 ans qui vous disent t'as pas le droit de me faire ça, moi je connais mes droits. Finalement, on se retrouve quand même devant un enfant où on ne peut pas faire tout ce que... Je ne parle pas de battre un enfant, attention, hein, mais on se retrouve coincé dans certaines choses où on ne peut pas parce qu'il va se passer ça. Mais je pense que si on se sent coincé parce qu'il y a ça à l'école, c'est que soi-même, en tant que parent, on a peut-être un petit travail à faire pour mieux s'ancrer dans le truc. Hein. C'est tout. Moi, ça m'a jamais impressionné ce genre de choses. Hein. Jamais, jamais, jamais. Et je pense que tout parent, à l'heure actuelle, peut faire face à un enfant qui va lui dire certaines choses. Et à un moment, c'est lui dire, écoute, ici, mon petit coco, c'est moi qui fais la loi. Ici, c'est moi qui fais les règles. D'accord ? Et effectivement, je n'ai pas le droit de te battre. Mais le jour où tu ramasseras une fessée, tu ramasseras une fessée. Jean-Yves Vaillé, qui est un grand pédopsychiatre, intervenait il y a quelques jours à la radio sur la question de la fessée. Je ne joue plus, il y a un truc, c'est encore revenu au bout du jour. Il était très clair, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est un monsieur qui a vraiment beaucoup de bon sens, je trouve, par rapport à l'éducation des enfants. Voilà, il ne faut pas se laisser impressionner. Je pense que dans notre société, ce qu'il y a, c'est qu'on essaye de faire de la prévention à tout prix et on fait de la prévention auprès des mauvaises personnes. On fait de la prévention auprès des enfants, il faudrait faire de la prévention auprès des parents. Parce que c'est comme si on rendait les enfants, ça je suis très claire aussi, je pense que j'en ai parlé dans la conférence là, sur la maltraitance, c'est qu'on voudrait que ce soit les enfants qui se protègent. Or, c'est aux adultes à protéger les enfants. Et c'est pas aux enfants qu'on doit raconter des trucs pareils. C'est quoi ça ? Et à un moment, bien sûr que ça existe, mais la manière de faire, c'est pas de faire... C'est comme si on prenait les enfants, je sais pas, pour des ordinateurs qu'il faudrait programmer. Ce qu'il faut, c'est que les enfants trouvent dans les différentes sphères qu'ils fréquentent des adultes bienveillants avec lesquels ils ont l'habitude de s'exprimer en toute confiance. Et si c'est ça, un gosse qui se fait maltraiter, abuser, il finira par le dire à quelqu'un. Et il le dira à l'adulte en qui il a confiance. Et même si les flics viennent et racontent ça aux enfants, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, si ton gosse il t'a dit un truc comme ça, c'est qu'il va très bien. Alhamdulillah, c'est qu'il est équilibré. Si ton gosse est un enfant battu, maltraité, abusé, incesté, tout ce que tu veux, il se tait encore plus, le gosse. Parce que derrière, il y a des adultes qui lui font bien plus peur que le gentil fille qui va lui dire un truc comme ça, lui dit « Toi, tu te rends pas compte de quoi tu parles, t'es vraiment con, mon vieux. » C'est ça qu'il va penser, le gosse. Hein. Parce qu'un enfant qui est sous emprise, t'inquiète, il a bien compris. Et une fois, ça suffit. Hein. Un seul abus. Hein. Un seul abus, une personne qui lui dit, il a compris pour des années, hein, je peux te le dire. Des années. Hein. Et donc, la vraie prévention, elle n'est pas là. La vraie prévention, elle est dans la relation, et voilà, dans la relation de confiance avec les adultes. Mais ton enfant, il va très très bien, et il ne faut pas te laisser démonter. C'est tout. C'est dire, t'as bien raison, mon petit coco, et on a bien fait de te rappeler la loi, je suis très contente qu'on t'ait dit un truc comme ça. Et ben justement, la loi, on va la respecter tous les deux. Allez, viens, on va jouer. Et tu reprends ta position de parent, c'est tout. Évidemment que ton gosse, il essaye de grimper, c'est qu'il va bien. Et ton rôle, c'est de garder de la hiérarchie, c'est très important, cette hiérarchie générationnelle. Et ça, tu vois, la société, elle sème ça. Peut-être
pour moi, c'est une façon maladroite d'essayer de faire de la prévention, je pense. Maintenant, peut-être, si ça permet à des gosses de parler, tant mieux, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas la réponse absolue à tout. Mais en tout cas, toi, ton rôle, c'est de dire, tac, moi, je suis là. Ok, et la loi, elle est là, ou elle est là, ok. Et l'autre, il est là te rappeler le truc, mais c'est bon, tranquille dans mes baskets de parents, moi. Et là, tu vas voir que tout de suite, ça va se régulariser. No problemo. Mais il faut vraiment remettre le truc là. Tout à l'heure, il y a Myriam, elle me fait ça, Myriam. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle a dit qu'elle avait le temps jusqu'à 10h, tu vois. Ah oui, voilà, on doit penser à tout le monde. C'est tout, c'est fini, alors on ne peut plus. Elle a dit stop, la madame. Mais il y en a 3 qui veulent poser encore une question. Moi, je dirais, vous avez vu ce que je fais? Je pousse la limite. Elle a retenu la leçon. Elle est infléchible. Inflexible, infléchible. C'était pas français, infléchible, non? Il est tard. Bon, ben voilà, alors on arrête. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous aime, vous aide et vous protège, et puis vous permette de faire le meilleur avec ce qui se sera échangé ce soir. Et que Dieu nous permette de peut-être un jour de trouver un moyen de guérir ces gens-là. Mais en tout cas, nous permettre de vivre tout ça avec un maximum d'humanité, parce que je pense que c'est ça qu'il faut jamais oublier. Et même quand on met la limite à quelqu'un, on peut le faire avec beaucoup, beaucoup d'humanité. Et ça, je pense qu'on doit jamais oublier. Et Dieu est plus savant. Non, pas avec les manipulateurs, c'est un monologue, mais un monologue respectueux. Inch'Allah.